Je suis retraité à 31 ans. J'ai quelques centaines de millions de francs CFA. Comment ça? J'ai commencé à travailler très tôt. Par semaine, je pouvais me faire 2000 euros. J'achetais des voitures, je changeais de voiture pratiquement tous les 6 mois. Je voyageais, je m'habillais, je faisais la fête quoi. Et jusqu'au jour où j'ai perdu mon travail. J'avais pas d'économie, j'ai tout perdu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir comment les riches font. Pourquoi ils sont en déplacement tout le temps? À quel moment ils travaillent? Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, ils ont du temps pour faire autre chose. C'est l'argent qui travaille pour eux. Et c'est là où je suis tombé sur les investissements. Je suis Charles Junior Moutapam, investisseur, fondateur d'une startup qui s'appelle Spear Group, dans laquelle j'accompagne la communauté africaine à investir, à s'éduquer financièrement, et de l'autre côté sur des projets IT. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à la liberté financière? Mes investissements à la BRVM. C'est quoi la BRVM? C'est la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA. La garantie, les sécurités que la BRVM donne, les autres marchés ne le donnent pas. Quelqu'un, par exemple, sur la bourse américaine peut investir et perdre la moitié de son capital en une journée. À la BRVM, c'est pas possible. Il faut combien pour commencer à investir en bourse? 10 000 francs CFA. Non, les grosses entreprises comme Orange n'ont pas besoin d'un petit 10 000. Pourquoi pas? S'il y a 1 million de personnes qui donnent 10 000, ça fait combien? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Quelles sont les différentes étapes qu'on traverse pour investir? Le premier point, c'est la base. Une fois que tu contactes une SGI agréée pour ouvrir ton compte, tu ouvres ton compte d'investissement, tu commences à répondre à la première question. Pourquoi? Quel est mon profil de risque? Sur combien de temps je vais investir? Et là, tu te lances. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? L'argent ne t'appartient pas. Sers-toi de l'argent pour atteindre l'objectif que tu veux. Ce qui dessine les billets là, qui imprime, c'est là. Si décide de ne pas imprimer demain, tu fais quoi? Par contre, la part que tu as dans une entreprise, c'est pour toi. Pour être riche, pour avoir la liberté financière, il faut que tu sois égoïste et de mettre tes émotions de côté. Il faut rêver grand. Maintenant, quand tu rêves grand, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si oui, ok, d'accord, tu vas l'avoir. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, bah, tu restes là où tu es. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Salut Charles, comment tu vas? Bien, Manu, et toi? Ta première fois à Dakar? Ouais. Great, on est chanceux. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Charles Junior Moutapam, je suis investisseur et fondateur d'une startup qui s'appelle Spear Group, dans laquelle j'accompagne la communauté africaine à investir, à s'éduquer financièrement, et de l'autre côté sur des projets IT. Great. Tu parles d'investissement. Ouais. Quel a été l'événement en fait qui s'est produit peut-être dans ta jeunesse qui a créé un déclic en toi concernant l'argent? J'ai tout perdu. Comment ça? Alors, j'ai commencé à travailler très tôt. Et j'ai eu la chance de faire mon parcours professionnel dans les multinationales. Donc vraiment, j'étais dans des endroits où je touchais beaucoup d'argent. Pour te dire, quand j'étais au port de Douala, par semaine, je pouvais me faire 2000 euros. Très jeune, tu vois. Et bon, tout ce qui m'intéressait pour moi, c'était de faire la fête. Donc j'achetais des voitures, je changeais de voiture pratiquement tous les 6 mois, chaque année. Je voyageais, je m'habillais, je faisais la fête quoi. Et jusqu'au jour où j'ai perdu mon travail. Et c'est comme ça que j'avais pas d'économie. Donc tout ce que je gagnais, voilà, je dilapidais parce que je savais que demain je pourrais en avoir tranquille, facile. Et j'ai tout perdu. Là, je te parle de plus de 65 millions. Waouh. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. C'est-à-dire que comment est-ce que les riches font? Parce que pour moi, gagner l'argent, beaucoup d'argent, ça signifie être riche. C'est ce que je pensais avant. Pourtant, c'est totalement différent. Tu peux gagner beaucoup d'argent et pas être riche. Ça, il a fallu que je perde tout pour comprendre. Et là, j'ai commencé à me poser les questions. Comment les riches font? Pourquoi ils sont en déplacement tout le temps? À quel moment ils travaillent? Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, c'est plus eux qui travaillent, en fait. Ils ont du temps pour faire autre chose. C'est l'argent qui travaille pour eux. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à étudier l'argent, à comprendre les codes de l'argent.
Comment est-ce que l'argent fonctionne? Et c'est là où je suis tombé sur les investissements. Et tu as compris un peu le principe en fait de l'investissement, le principe de la création de richesse. Comment est-ce que ce principe-là fonctionne? Alors, tu crées, tu économises et tu fais fructifier. C'est ça le principe même. C'est ça le flow de l'argent. On a des connaissances, du temps et de l'argent. Donc, pour avoir l'un des deux, pour avoir un, tu utilises les deux. Tu as la connaissance, tu utilises le temps et l'argent. Tu as la connaissance, tu veux de l'argent, tu utilises le temps. C'est-à-dire que tu vas travailler et autres. Tu veux du temps, tu mets de l'argent à ton service pour que ça te génère du temps pour aller faire autre chose. Et c'était ainsi que j'ai commencé à comprendre que ce que je gagnais, il fallait que je mette une partie de côté pour ma sécurité. L'autre partie, il fallait que je l'investisse totalement pour avoir du temps aujourd'hui, d'être là à te parler tranquillement. Donc, première étape, c'est de gagner de l'argent. Ouais. Et pour gagner de l'argent, Il faut travailler. Oui, bien sûr. Qui Ok. va t'amener sur le marché du travail. Donc, pour gagner de l'argent, donc je vais utiliser tes mots, Mhm. il te faut de la connaissance. Ouais. Et quand tu dis connaissance, c'est quel genre de connaissance? Des compétences que tu peux monétiser. Tu sais faire une table, c'est une compétence. Tu l'utilises, tu fais des tables, tu vends, tu gagnes de l'argent. Du moment où tu peux avoir un asset qui te permet de... C'est quoi asset? Pour Alors, moi, ce sont des compétences en fait. Soit tu peux les avoir via ton quotidien, soit tu peux les avoir parce que tu es parti à l'école, soit tu peux les avoir parce que bon, voilà, tu t'es formé à X ou à Y. C'est de ça que je te parle. Parce que le travail que tu fais aujourd'hui, parce que bon, voilà, tu as étudié ici, on t'a pris dans une compagnie, voilà. Mais en gros, c'est ça qui te permet de gagner de l'argent. Et une fois que tu gagnes de l'argent, tu économises une partie. Donc, première étape, tu gagnes de l'argent Ouais. grâce à une compétence que tu peux monétiser. Exactement. Tu fais de l'argent Mhm. et tu dois économiser. Et quand tu dis économiser, est-ce que tu veux dire par là épargner? Oui, bien sûr, épargner. Maintenant, il faut épargner pour des raisons justes et précises. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui épargnent juste pour épargner, hein, pour mettre l'argent de côté. Mais tu dois savoir pourquoi tu épargnes. Est-ce que c'est ton épargne de sécurité? Est-ce que c'est ton épargne de projet ou ton épargne d'investissement? Là, Il j'ai y a compris des qu'il types fallait- d'épargne. Parce Il y a que des types d'épargne. nous, dans notre entendement commun, Mhm. quand on parle d'épargne, Mhm. c'est quoi? Je mets de côté pour après la retraite, pour que ce soit une somme que je peux utiliser, dépenser quand j'aurai plus de revenus réguliers. Ça, c'est à tort. Parce que l'argent que tu vas mettre jusqu'à ta retraite, l'inflation va gratter ça chaque année. Donc, tu as l'impression d'avoir 100 millions. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix, hein. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui, par exemple, l'année passée, elle achetait sa bouteille d'huile à 5 000 francs. Cette année, elle achète sa bouteille d'huile à 5 200. L'huile a augmenté. C'est ça l'inflation. Donc, tu veux dire que là, c'est comme si l'argent avait perdu de sa valeur. Totalement. C'est-à-dire les 5 000 ne peuvent plus acheter le même produit. Exactement. Donc, toi qui épargnes de cette façon jusqu'à ta retraite, en gros, tu es en train de perdre de l'argent progressivement. Mais sauf que tu ne le sais pas. Par contre, quand tu mets ton argent dans les 3 types d'épargne, quand tu disciplines ton argent, ton épargne de sécurité. Alors, l'épargne de sécurité, c'est quoi? Tu mets l'argent de côté pour les coups durs. Demain, tu peux perdre ton travail, tu peux être malade, tu peux, voilà. Il faut que tu vives pendant ce temps où tu n'arrives pas à gagner de l'argent. Tu peux mettre 3 à 6 mois de côté, voilà, tranquillement, en fonction de tes dépenses quotidiennes. Tu peux mettre de côté. Une fois que ça, c'est fait, c'est-à-dire que tu as mis tes 6 mois de côté, il y a ton épargne de projet. Alors, l'épargne de projet, ça peut être rentable ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux faire l'anniversaire de ton enfant, tu veux faire l'anniversaire de ta maman parce qu'elle a eu 50 ans, 60 ans, je ne sais pas trop. Tu mets un argent de côté pour ça. Et tu utilises cet argent le moment venu pour faire ce que tu as décidé. Et après, il y a ton épargne d'investissement. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui doit être systématique, automatique chez chacun. Avoir son épargne d'investissement. Pourquoi ton épargne d'investissement? Parce que c'est cette épargne-là qui va te permettre de battre l'inflation demain. Donc, il y a un combat contre l'épargne qu'on vit chaque jour. Tous les jours. Mais on le voit au quotidien. Contre l'inflation, je veux dire. Beaucoup de personnes se plaignent que les choses deviennent chères. C'est pas que les choses deviennent chères, c'est que ton argent ne peut plus acheter ça. Tout simplement. Pourtant, tu gagnes toujours la même chose ou alors un peu plus, mais tu te plains que les choses sont chères. Juste parce que tu n'as pas injecté ton argent dans l'économie réelle pour battre l'inflation. C'est ça, l'investissement. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les gouvernements peuvent mettre en place des politiques qui peuvent permettre
baisser les prix. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu penses que c'est possible qu'on puisse avoir des prix que nos parents avaient? Parce qu'à chaque fois, chaque génération dit à la génération suivante, nous, à notre époque, c'était beaucoup plus, les choses étaient moins chères, etc. Et on a l'impression que, qu'il y a possibilité de revenir à ces genres de prix-là. Est-ce que, selon toi, c'est possible? Non, je ne pense pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Nos parents n'ont pas connu la Covid, par exemple. Nos parents n'ont pas connu les guerres qu'il y a actuellement. Donc, ça veut dire que pour produire, par exemple, les pâtes ou le riz, avant, ça ne coûtait pas grand-chose. Aujourd'hui, avec la conjecture qui est la nôtre aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher. Alors, l'État se bat quand même pour subventionner ce qu'il peut. Maintenant, à nous aussi, la population, de faire notre quote-part. Beaucoup de personnes aiment tirer sur l'État. Mais l'État, c'est quoi? C'est juste cette organisation-là qui met l'écosystème en place pour que nous autres, on vienne développer à l'intérieur. Mais les gens vont se dire, non, c'est l'État qui doit faire ci, l'État doit faire... Non, pas du tout. Donc, l'État n'a pas à te donner de l'argent. Personnellement, à te c'est financer. pas comme ça que... Alors, l'État peut te financer si, bien évidemment, ton projet aide au développement local. Et encore, il faut savoir quelles sont les conditions. Mais aujourd'hui, l'État met juste en place l'écosystème pour que nous autres, on vienne développer à l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui sont à nos dispositions pour pouvoir faire fructifier notre argent tranquillement. Juste que, bon, les gens se sont arrêtés à l'État doit faire, l'État doit faire. C'est tout. Et ça t'a pris combien de temps pour que ta situation change après que tu aies tout perdu? 1 an, hein, pratiquement. J'ai fait 1 an dans le rouge. C'est-à-dire que j'étais vraiment plus bas que terre. Pour quelqu'un qui donnait 100 000, 200 000 sans regarder, je me suis retrouvé à prêter 10 000 francs chez un X, 10 000 francs chez mes parents, voilà. Qu'est-ce que tu as changé comme disposition? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ta situation puisse changer après juste 1 an? J'ai investi sur moi. Le meilleur investissement que quelqu'un puisse faire, c'est sur lui d'abord. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai lu et j'ai mis en place des dispositifs qui me permettent d'être là aujourd'hui, tout simplement. Et pour beaucoup de personnes, ça va sembler extraordinaire qu'en 1 an, que ta vie puisse changer radicalement. Selon toi, qu'est-ce qui bloque pas mal de gens? Qu'est-ce qui les empêche en fait de changer de vie? Je dirais la façon de penser, le mindset. C'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Moi, aujourd'hui, en 1 an, j'ai fait face, durant cette période-là, j'ai fait face à beaucoup de choses. J'ai voulu même me lancer dans le trafic de drogue à un moment, dis-toi. Waouh. Parce que c'était facile. Je connais comment ça se passait au port, donc du coup, je pouvais me retrouver là facile. Voilà, je me refais un 10 millions tranquillement. Mais sauf que si je me faisais encore les 10 millions, j'allais les perdre. Comment Parce ça? que je n'avais pas compris. Je n'avais pas encore compris la leçon. J'ai tout perdu. C'était pas un problème de recommencer, mais il fallait comprendre pourquoi est-ce que j'ai perdu. Qu'est-ce qui m'a fait chuter? Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont coincées dans la vie est chère, l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça. Pourtant, elles ont la possibilité de faire des choses par elles-mêmes. Combien de personnes tu connais qui sont dans notre communauté noire qui lisent, par exemple? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une phrase d'un monsieur qui disait « Si tu veux cacher un truc à un noir, mets-le dans un livre ». Cette phrase, moi, beaucoup, ça me choque, hein, énormément. Tu vois? Donc, les gens pensent d'une façon où il faut venir les aider à chaque fois. Quand tu as de l'argent aujourd'hui, toute la famille pense que tu leur dois quelque chose. Tu vois? Donc, la façon de penser et l'environnement aussi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu es dans un environnement où tout le monde parle de l'État doit faire, l'État doit faire. Finalement, tu vas être dans l'État doit faire. Si tu es dans un environnement qui parle, par exemple, d'investissement, tu vas commencer à t'intéresser à l'investissement. Donc, la façon de penser et l'environnement dans lequel on est, c'est ça qui fait en sorte que les gens restent là où ils sont. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ta situation financière? Ah, moi, je suis tranquille. Hein. J'ai pas de problème de... Voilà, demain, c'est lundi, il faut se réveiller à 6 heures. Non, pas du tout. Je suis tranquille. Je vis paisiblement ma vie. J'ai pas encore atteint tous mes objectifs. Mais aujourd'hui, en termes de liberté financière, je suis en train de tendre vers la liberté que je veux. Parce qu'aujourd'hui, bon, je suis retraité à 31 ans.
et je profite de ma vie avec mes enfants. Retraité à 31 ans. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être retraité à 31 ans alors que on sait qu'il faut minimum travailler jusqu'à 65 ans? Comment est-ce que quelqu'un peut arriver à un niveau où il se dit j'ai pris ma retraite à 31 ans, alors que de l'autre côté, on peut voir par exemple des gars comme, je ne sais pas, des milliardaires, beaucoup de milliardaires qui continuent à travailler. Est-ce que la retraite, c'est une question de montant ou bien c'est... comment est-ce qu'on prend sa retraite en fait? Alors, ça dépend déjà de ce qu'on entend par retraite. Parce que le milliardaire qui travaille, il a du temps pour développer une solution qu'il va vendre plus tard ou alors qu'il va mettre au service de la communauté ou de son pays. Ça dépend. Moi, aujourd'hui, je suis retraité dans le sens où je ne travaille plus pour quelqu'un. J'ai ma propre boîte que je suis en train de développer. J'aide la communauté du mieux que je peux et j'apporte des solutions technologiques. Donc, parfois, il m'arrive souvent de faire des journées de 24 heures, 30 heures et tout ce qui va avec pour développer ma boîte. Mais j'ai plus le même stress de quelqu'un qui va se réveiller le matin. Il doit courir, aller déposer son enfant à la crèche ou à l'école et aller au travail. Par exemple, demain, c'est lundi. Beaucoup de gens vont courir. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Ou alors, si je veux voyager demain, demander une permission pour... Tu vois? Donc, la retraite, pour moi, c'est de ne plus travailler pour quelqu'un. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, aujourd'hui, on nous a fait croire qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans, chose qui est totalement faux, pour avoir une retraite à la fin et profiter. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui arrivent à 65 ans et ils n'arrivent pas à profiter parce qu'ils sont malades, parce que le corps est fatigué et ainsi de suite. Et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sont dans cette pseudo-retraite, entre guillemets, qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, l'une des choses qu'ils regrettent le plus, c'est ne pas avoir passé du temps avec les enfants. Moi, mon père travaillait tout le temps, ma mère travaillait tout le temps, je ne les voyais presque pas. Mais aujourd'hui, je fais l'effort d'être là pour mes enfants. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, tu vois, quelqu'un qui a travaillé, qui a de l'argent, mais il ne profite pas parce que ses enfants ne sont plus là aujourd'hui. Il ne peut plus passer autant de temps avec eux parce qu'eux aussi ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont en train de fonder leur famille et ainsi de suite. Pourtant, il a de l'argent, mais ça le ronge de l'intérieur. Tu vois? Mais on nous a fait croire qu'une fois que tu pars à l'école, tu as un bon diplôme, tu commences à travailler, travail d'arrache-pied, travail dur. Non, travailler dur, c'est une arnaque. Tu peux travailler intelligemment. Tu peux travailler pendant 10 ans, tu investis pendant 10 ans, tu prends ta retraite tranquille. Tu peux commencer à travailler aujourd'hui, tu te dis dans 10 ans, je vais être libre. Tu investis ce que tu as travaillé et dans 10 ans, tu peux être libre. Et ça, c'est quelque chose que nous, les Africains, bon, pas que nous, hein, même les Européens, je vois tous les jours, ils n'ont pas compris. Et voilà. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as compris que tu étais devenu libre financièrement? Comment est-ce que tu t'es senti? Qu'est-ce qui a changé en toi? Tu te sens isolé. Tu te sens seul dans ton monde. Parce que des personnes qui ont compris, on est très, très, très peu. Vouloir prendre quelqu'un qui n'est pas dans ce cercle-là, lui faire comprendre que ça, c'est possible, c'est dur. Donc, tu es obligé de te retrouver avec des gens qui pensent comme toi et tu ne peux pas profiter des autres. Donc, tu es seul, tu es isolé. Mais de l'autre côté, tu es tranquille parce que, bon, voilà, tu as le temps de voyager, tu as le temps de profiter de tes enfants, tu as le temps de... Tu ne comptes plus, en fait. Pour acheter un truc, tu ne vas pas dire, bon, est-ce que j'ai 200 là? Non. Tu achètes tranquille, tu tournes ton dos, tu pars, tu vois. Mais en soi, vu qu'on est très peu, on est éparpillé sur toute la planète, on se sent quand même seul quelque part. Mais sinon, c'est reposant, tu as le temps, tu n'as pas de soucis. Si tu veux te soigner, tu te soignes. S'il y a un problème à X, on a besoin de toi, tu peux sauter dans un avion tranquille, tu es tranquille. Et aujourd'hui, tu en parles ouvertement. Ouais. Quelles sont les réactions que tu as remarquées dans ton entourage quand tu as commencé à parler de ta liberté financière? Beaucoup de personnes n'y croyaient pas. On se disait, ah non, lui, vas-y, encore un influenceur sur les réseaux à 2 balles, là, tu vois. Ouais, ça... Scam. Ouais, beaucoup de scam, beaucoup. D'autres me disent, ah non, j'ai ton chômage tranquille. Moi, j'avais pas de problème, tu vois. Mais tellement on nous a mis dans un système où quelqu'un qui travaille dur, c'est lui qui va réussir.
Personne ne peut prendre sa retraite tôt. Personne ne peut... Donc, tu vois, on nous a tellement limités, cloisonnés dans un pot, que quelqu'un qui sort du système, c'est difficile à croire. Et j'ai remarqué quelque chose de particulier. Les gens aiment transposer leurs limites. Parce qu'ils ne sont pas capables de... Toi qui dis que tu as fait ça, pour lui, c'est pas possible. Et pour lui, c'est comme un affront, en fait. Je ne peux pas arriver à faire ça, mais toi, tu dis non. Alors, je t'attaque pour être plus tranquille. C'est ça. Et j'ai des attaques, j'en ai tous les jours sur mes réseaux. Tous les jours. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à la liberté financière? Mes investissements à la BRVM. Investissement en bourse. Ouais. Et tu parles de la BRVM. Ouais. C'est quoi la BRVM? C'est la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA. C'est ça. La Okay. BRVM. Parce que d'habitude, quand on voit des investisseurs en bourse, des gens parlaient de comment ils ont fait de l'argent dans la bourse. Mhm. Ils nous parlent souvent de la bourse de pays occidentaux. Mhm. Et toi, ta particularité, c'est que tu viens nous parler de la bourse, une bourse africaine en fait. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu n'as pas investi dans les bourses les plus connues aux États-Unis, etc., ETF par-ci, par-là, et tu laisses tout ça de côté, Forex, crypto-monnaie, tu dis, OK, je me lance dans une bourse dont personne ne parle en fait. Il faut savoir une chose. La bourse, c'est un lieu où on permet aux entreprises locales de se développer. Mhm. Donc, si j'investis sur les places boursières américaines et occidentales, je fais développer l'économie américaine et occidentale. Je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Je suis un Africain. Je dois développer l'économie de mon continent, moi aussi. Beaucoup de personnes m'ont dit, non, fais-toi d'abord l'argent en Europe et puis maintenant, tu viens maintenant aider. Mais sauf que on voit pas la même chose, enfin, on voit pas les choses de la même façon. Mhm. La garantie que j'ai, par exemple, sur la BRVM, je ne les ai pas sur les marchés financiers occidentaux et américains. Comment ça? C'est-à-dire que tu vois, par exemple, quelqu'un qui va te dire « j'ai fait du moins 40% sur la bourse américaine. Ah non, j'ai perdu moins 20%. » À la BRVM, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas perdre plus... Tu ne peux pas faire moins de 7,5% en une journée de cotation. Ce n'est pas possible. Donc, en une journée... Quelle est la plus grosse somme que tu as perdue depuis que tu as commencé à investir? 120 000 francs CFA. Seulement? Ouais. Ça fait 6 ans que je suis dedans. Pour un investissement. Est-ce que ça veut dire que la BRVM, notre bourse, est toujours en hausse en fait? Est-ce que c'est toujours dans le positif? Jusqu'ici, c'est toujours dans le positif. Il y a des actions qui ne sont pas dans le positif, mais la plupart du temps, sur les 47 qui sont cotées aujourd'hui, on a quand même des entreprises, plus de 30 qui sont dans le vert. Mais c'est même pas ça le problème. C'est que la garantie, les sécurités que la BRVM donne, les autres marchés ne le donnent pas. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, sur la bourse américaine, peut investir et perdre la moitié de son capital en une journée. À la BRVM, c'est pas possible. À côté de ça, à la BRVM, il n'y a pas de start-up qui est coté. Pourtant, sur les autres bourses, il y a les start-up qui sont cotées. Et ce sont les start-up qui font souvent plus 20, 120 et ainsi de suite. Tout le monde est content. Mais la start-up aussi peut fermer demain. Et tu perds tout. Par contre, sur la BRVM, il n'y a pas de start-up. Toutes les entreprises qui sont cotées ont le monopole de leur marché. Donc, pour moi, c'est plus intéressant de venir investir sur notre bourse locale. Logiquement, oui. Bon, tu vois, par exemple, Sénélec. Si j'investis dans la Sénélec, jamais tu ne vas entendre que la Sénélec ils ont fait faillite. Ouais. Bah, écoute. Parce que... on aura toujours besoin d'électricité. Donc la Sénélec est en bourse? Non, pas sur la BRVM. Je prends un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. Donc, j'investis dans les entreprises où je sais que voilà, le marché, ils ont le monopole. Et puis, le besoin sera toujours continuel. J'ai investi dans Nestlé, par exemple. Nestlé produit le lait pour les enfants. Tu vois, les gens accouchent tous les jours. Et ils ont beaucoup de produits dérivés. Aussi. Parce que c'est la marque de la boîte.
Mais Exactement. derrière la marque Nestlé, c'est beaucoup de produits en fait Voilà. qui sont utilisés quotidiennement par... Les gens, par exemple, ne sauront pas que ça, c'est Nestlé qui fabrique ça c'est Nestlé qui fabrique ça, alors qu'ils utilisent ça au quotidien. Mais le lait, tout le monde connaît le lait. C'est clair. Donc, les enfants qui sont à la maternité, chaque jour, il y a des naissances. Donc, ne serait-ce que sur ce produit-là, Nestlé va toujours faire de l'argent. J'investis dedans, tranquillement. Donc, entre investir dans ces entreprises-là qui permettent de payer les impôts, de faire des emplois et développer l'économie locale, je préfère ça que d'aller investir dans Apple. Pour moi, personnellement. Surtout que j'ai de très bons rendements aussi. Hein. Donc après, voilà. Nestlé, pour moi, c'est l'action qui m'a le plus lancé à la BRVM. Parce que je l'ai acheté, c'était à quoi? À pratiquement 400, 600 francs l'action quand je l'ai acheté en 2021. Et aujourd'hui, on est à plus de 13 000. Ça a bondi. Bah, écoute. Donc, voilà. Je suis tranquille. C'est très intéressant, ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas l'intérêt d'aller investir sur les marchés occidentaux, américains. Non, pas du tout. Surtout que beaucoup de personnes ne savent pas, mais il y a plusieurs places boursières en Afrique. Le Nigeria a sa bourse, la NGX, le Ghana à côté, là, ils ont leur bourse, le Kenya a sa bourse, l'Éthiopie a sa bourse, l'Afrique du Sud a sa bourse, la Namibie a sa bourse, le Botswana a sa bourse. Il y a plusieurs places boursières. Et toutes ces bourses-là sont rentables? Rentable, bon, j'ai pas étudié toutes ces bourses, mais quand même, quand je regarde les classements, tu as le Botswana, tu as la Namibie, tu as la BRVM, tu as la bourse de Casa, la bourse du Ghana. Aujourd'hui, avec les ETF, on va te parler d'environ 10% de performance Ouais. Okay, annuelle. Sur nos bourses africaines, on a quel genre de performance? Sur la BRVM, le rendement des premières années, c'est 10%. Et les ETF, je tiens à te dire que 10% la première année, c'est un peu chaud. Hein. Parce qu'il faut vraiment y aller là, pour avoir les 10%. Là. Il faut faire 3, 4, 5 ans là, pour tendre vers là. Mais le rendement de première année à la BRVM est de 10%. Ça, c'est intéressant. Bon. Tu as tes dividendes qui tombent. Par exemple, là, on a des obligations qui donnent quoi? 9,50% d'intérêt chaque année. Après, on va parler de c'est quoi obligation, c'est quoi action, c'est quoi fonds commun de placement. Parce que quand on parle d'investissement en bourse, beaucoup de gens pensent que ça, c'est un truc de riche, en fait. C'est ça, investissement, ça, c'est pour les gros bonnets, ça, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais en vrai, il faut combien pour commencer à investir en bourse? 10 000 francs CFA. Ça paraît absurde. Non, les grosses entreprises comme Orange n'ont pas besoin d'un petit 10 000. Pourquoi pas? S'il y a 1 million de personnes qui donnent 10 000, ça fait combien? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent ça parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la définition de la bourse. La bourse, c'est comme le marché local là, à Dakar, là, où tu sais que tu vas l'acheter, ton riz, ton poisson, tu vois. La bourse, c'est un lieu où les entreprises et les États viennent pour collecter l'épargne publique, lever les fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui a besoin de se développer. Elle a besoin d'augmenter sa capacité de production. Il y a un nouveau marché. Elle a besoin de se mettre à jour pour pouvoir satisfaire ce marché-là. Elle a besoin d'argent. Elle ne veut pas aller vers les bailleurs de fonds internationaux pour des conditions compliquées. Elle ne veut pas aller vers la banque à cause des taux et ainsi de suite. Elle vient sur la bourse pour solliciter l'argent des personnes comme toi et moi. Donnez-moi votre argent. Je vais développer la solution. Je vends au marché qui est là. Les bénéfices, on se partage. C'est ça la bourse. C'est expliqué aussi simplement que ça. C'est ça la bourse, tu vois. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'ils se disent non, c'est pour les gros bonnets, c'est pour... Non, pas du tout. Moi, quand je commençais en fin 2019, j'ai commencé avec 30 000. Je le dis tout le temps, j'ai commencé avec 30 000 francs CFA. Quand je te dis 10 000, le fonds commun de placement qu'on va voir tout à l'heure là, quand tu ouvres ton compte, le premier montant qu'il faut, c'est 25 000 francs CFA. Et tous les mois, tu peux mettre 10 000 francs CFA. Tout le monde peut avoir 10 000. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux venir, en fonction de ton profil de risque, choisir un fonds
qui investit de façon prudente, qui investit de façon agressive, et ainsi de suite. Tu peux avoir 6% par an, tu peux avoir 10%, 15, 20, 22%. Ça dépend. Avec les 10 000 que tu as. Regarde, si c'est aussi simple que tu le dis, pourquoi est-ce que les gens n'investissent pas dedans? C'est juste une question d'éducation financière, c'est tout. C'est-à-dire que ni l'école ne nous apprend ça, nos parents, il ne faut même pas compter, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, les gens ne connaissent pas parce que dans leur tête, c'est pour être riche, il faut travailler dur. Mais en soi, pour être riche, tu n'as pas besoin de travailler dur. Pas du tout. Pas besoin. Tu as besoin de mettre ton argent à ton service. Tu sais, on a sacralisé l'argent dans nos pays africains. On se dit, non, l'argent, c'est dur, il ne faut pas l'utiliser de certaine façon et tout, tu vois. Pourtant, l'argent, c'est un outil qu'on doit utiliser à notre service. Tu ne peux pas travailler pendant 100 ans. Ton corps va se fatiguer. Ton argent peut travailler infiniment. Il ne prend pas de pause, il ne prend pas de congé, il ne tombe pas malade, il travaille pour toi à chaque fois. Tant que tu le places sur le bon support, il va travailler pour toi. Et quand tu parles de support, c'est-à-dire d'habitude quand les gens demandent mais quels sont les investissements les plus sûrs, les plus lucratifs, etc., on va te parler d'autres types d'investissements. Il y a immobilier, il y a tel business, mais on ne parle jamais d'investissement. Et quelqu'un comme moi pourrait se dire, donc, vu qu'il n'y a personne qui en parle, ça veut dire que ce n'est pas trop sûr. Oui, c'est pas parce que personne n'en parle que ce n'est pas trop sûr. C'est-à-dire que on nous a dit, quand tu as de l'argent, tu investis soit dans la pierre, soit dans la terre. Tu vois? Bon, c'est pas mauvais en soi, c'est bien. Mais pour aller faire de l'immobilier, tu vas avoir de l'argent. Tu ne commences pas l'immobilier avec 10 000. Tu ne commences pas l'agriculture avec 10 000. Ça, il faut qu'on se dise les vérités, tu vois. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas cet argent-là, la bourse est un moyen de commencer. Donc déjà, de ce point-là, c'est un premier avantage. Maintenant, quelqu'un qui va venir faire de la promotion immobilière, j'aime toujours prendre cet exemple très simple. Supposons que tu as 50 millions. Tu veux te lancer dans la promotion immobilière. Tu fais un Airbnb au Sénégal. D'accord? Je prends un comme ton ami Philippe, par exemple, qui fait aussi de la promotion immobilière. Lui, il a une communauté de plus d'1 million de personnes. Donc, quand il va mettre son bien en ligne, son taux de remplissage peut être de 100%. Toi, qui te connais, même si ton bien est super bien placé, tu vas faire la promotion, ton taux de remplissage ne sera même pas de 50%. Tu vois? Donc, lui, il sait sur quoi il compte pour faire sa promotion immobilière. Sa communauté. Exactement, tu vois. Or, les mêmes 50 millions, tu peux venir sur la bourse avec ça, investir dans les entreprises comme BOA Sénégal, comme la Sonatel, et percevoir tes loyers chaque année. Sans devoir avoir acheté un terrain, à construire, à faire face à des aléas, les techniciens qui vont faire ci, ça, et tout ce qui va avec. Quelqu'un qui va mettre 50 millions dans l'immobilier, par exemple, la première année, on va se dire, il a acheté le terrain, il est en train de faire les travaux et la paperasse pour avoir son titre foncier et tout ce qui va avec. Quelqu'un qui met les mêmes 50 millions en bourse, la première année, il est payé. Je ne sais pas si tu vois. Il y a les dividendes. La première année, en fait. Il y a les dividendes qui tombent. À côté des dividendes, il y a la croissance. C'est-à-dire que s'il a acheté l'action à 1000 francs, l'action, l'année là peut terminer à 1200, 1300, voire plus. Voilà. La deuxième année, tu peux avoir une opportunité sur le marché où on te dit, telle action va te faire 40-60%. Tu te positionnes dessus. Tu prends tes 40-60% sur le marché de la bourse. Et là, tu vas avoir, par exemple, quelqu'un qui va venir prendre ton Airbnb, voilà. Il va payer 2-3 semaines, tranquille, ça te fait des rentrées d'argent. Sauf que dans ce que tu gagnes là, il y a les travaux qu'il faut que tu fasses, il faut remettre ceci, tu dois payer la conciergerie et autres. Il y aura toujours un cash flow qui entre. Mais les 40% que tu t'es fait sur la bourse, ça entre déjà dans ton compte. Et s'il te plaît, je tiens à te dire que la plus-value de 40% ou 60% que tu t'es fait là, c'est net d'impôt. Donc, tu auras les dividendes qui vont tomber. On va couper encore quelques impôts là-dessus, mais tu seras encore payé en plus de la croissance que tu as eue. Donc, tu vois que tu as déjà de l'avantage sur celui qui a commencé son bien immobilier. Et chaque année, toi, ça va toujours continuer à prendre de la croissance et à te donner des dividendes. Le mec, tant que son bien n'est pas référencé, il ne pourra pas le remplir. Tu vois, pareil comme celui de l'agriculture, il va chercher des plants, il vient y mettre en terre et ainsi de suite, voilà.
il va maintenant falloir qu'ils viennent récolter, aller vendre et ainsi de suite, tu vois. Il y a beaucoup d'aléas. Donc, pour quelqu'un qui a un petit capital et qui a du temps, les marchés financiers restent, notamment la bourse. Donc, tu parles de capital Ouais. et de temps. Ouais. Mhm. Il te faut les deux. Et- Si tu as un petit capital, bien sûr, il te faut les deux. Tu es à Paris et tu ressens que tu es capable de plus. Peut-être que tu es à la maison. Peut-être que tu veux plus de liberté. Peut-être que tu veux gagner ton propre argent sans sacrifier tes valeurs. Ou peut-être tu rêves de lancer un business ici en Afrique, mais tu ne sais pas par où commencer. Et si tout devenait plus clair en seulement 4 jours? C'est exactement pour cela que la Business Master arrive à Paris du 13 au 16 mai avec Aminata Ndaw-Sall. Dans cette masterclass, tu vas apprendre à lancer et développer un business rentable depuis chez toi, à vendre concrètement, à organiser ton activité même à distance et surtout à reprendre le contrôle de ta vie. Les offres de participation vont de 285 à 999 euros. Et pour le format complet à 999 euros, j'ai 5 subventions de 400 euros pour les plus motivés. Les places sont très limitées. Inscris-toi dès maintenant. Le lien est en description. Il te faut un capital Ouais. et du temps. Donc, tu ne peux pas être pressé. Non, OK. tu ne dois pas être pressé sur la bourse. Pas du tout. Parce que si tu es pressé, tu vas donner l'argent aux gens comme moi qui ne sont pas pressés. Comment ça? La bourse fonctionne avec le principe des intérêts composés. Plus ton argent reste sur la bourse, plus elle travaille. Donc, si toi, tu viens, par exemple, pour 2-3 ans, ce que ça va générer là, tu vas prendre. Mais moi qui viens racheter ça derrière, je vais rester récupérer tout ce que ça devait produire les années qui suivent. Hey. J'aime toujours prendre cet exemple simple. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un immeuble actuellement que ses ascendants ont construit en 1930? C'est difficile à Actuellement, trouver. Très difficile. Tu vois, soit on a dû casser, reconstruire, soit on a vendu, soit, tu vois. Ouais. Mais Entretien par-ci, par-là, cours d'entretien. Coca-Cola paye ses actionnaires jusqu'à présent, depuis 1930. Donc, toi qui viens investir en bourse Et toi, et les investisseurs, ils ont rien à faire. C'est-à-dire, toi, tu attends. Tu attends simplement ton argent. Donc, moi aujourd'hui qui ai investi dans Sonatel, je ne vais pas savoir si Sonatel a vendu. C'est pas mon problème. Marketing ou pas. C'est pas mon problème. Je ne vais même pas savoir ça. Vous me payez quand? Employé, RH, C'est pas mon problème problème. en interne, gérez votre. Vraiment, gérez. Vous me payez quand? En avril, en août, c'est quel jour? Le 25? Ok, j'attends. Le 25, je regarde mon compte. Ok, d'accord, Sonatel m'a payé. D'ailleurs, on t'envoie un mail. On te dit, Manu, comme tu vois là, Sonatel t'a versé 2 millions. Ok. Tranquille. Alors, en bourse, est-ce que si tu veux réinvestir, comment est-ce que tu fais? C'est-à-dire, est-ce que les dividendes, tu peux les remettre dedans Mhm. pour profiter des intérêts composés ou bien comme, c'est-à-dire, déjà, j'aimerais que tu expliques un peu le concept d'intérêt composé parce qu'il y en a qui disent que c'est la 8e merveille Merveille du du monde. monde, ouais. Ça, c'est... Explique-nous un peu, c'est quoi les intérêts composés? Alors, je vais illustrer ça comment... Voilà. Tu vois la laine de mouton. Supposons que tu es dans la rue, là. On met une pente. Tu prends la laine de mouton, tu mets en haut, là. Plus ça descend, ça va ramasser des trucs. Ça va grossir. C'est comme ça les intérêts composés. Donc, plus le chemin est long, plus il va ramasser, il va prendre du volume. Qu'est-ce qui fait que la multiplication de l'argent prend comme ça du volume sur le temps? C'est-à-dire mathématiquement, comment est-ce que ça se passe? Alors, mathématiquement, Parce que quand tu dis, bon, moi, quand je dis il y a des intérêts qui tombent, moi, je vais me dire, si je mets 100 000 et que le marché a fait 10%, j'ai 110 000. Donc, j'ai 10%. L'année et qui suit. Oui. Et L'année chaque qui année, je vais avoir 10 000. Non, Est-ce que pas c'est du ça? tout. L'année qui suit, tu vas avoir, au lieu de 10%, tu vas avoir 15%. L'année qui suit, tu vas avoir, au lieu de 15, tu peux avoir 19%, 21%, et ainsi de suite. Plus les gens vont rentrer, plus toi, qui es là-dedans depuis, ton pourcentage va augmenter. Ça augmente. Donc, si je comprends bien, si le marché fait 10% la première année? chaque année? Non, la première année. C'est pour ça que je dis le rendement de première année, c'est 10%. Parce que l'année qui suit, ça augmente automatiquement.
C'est un peu comme un vendeur. Il vend, par exemple, la tomate. Il va vendre pour 100 000 aujourd'hui. Ce qui est sûr, il a compris quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ou alors, il va améliorer quelque chose. Demain, il va vendre pour 105 000. Ensuite, il va vendre pour 110 000. Et le commerce grossit. Et c'est ça. Et toi, tu as ta part en fonction du... Totalement, tu as ta part. Puisque les ventes vont toujours continuer d'augmenter. Plus les ventes augmentent, plus les bénéfices augmentent. Là, c'est dans le cas où l'entreprise, en fait, va bien. Oui, mais on a des entreprises qui vont toujours bien. Depuis pratiquement 20 ans, on a des entreprises qui vont bien. Là, pratiquement sur le premier trimestre à la BRVM, tu as 4 entreprises qui t'ont fait plus de 100%. Tu en as 8 qui t'ont fait plus de 50%. Ça, c'est beaucoup d'argent. Hein? Bah attends. Quand tu me parles de 50-100%. Ah oui. Tu as Safka qui, entre août 2025 et août 2025 et décembre 2025, ça t'a fait plus de 600%. Pourtant, les gens sont là, ils ne savent pas. Comment est-ce que tu choisis les bonnes entreprises dans lesquelles investir? Alors, il y a des critères. Tu as l'identification de l'entreprise, c'est-à-dire que savoir quelle est l'entreprise, comment est-ce qu'elle s'appelle, dans quoi elle fait, quelle est sa zone d'activité, par exemple. Tu as les performances des entreprises, comment tu les analyses. Est-ce que c'est pas parce que l'entreprise vend beaucoup qu'elle gagne de l'argent? Ah oui, ça, il faut le savoir. Donc, il faut analyser les performances de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? Est-ce que l'entreprise se porte bien? Ensuite, il y a les perspectives du secteur d'activité qu'il faut étudier. Et après, il y a le prix. Est-ce que l'action s'échange à un bon prix? Est-ce que la rentabilité est bonne? Et ainsi de suite. Donc, ce sont ces critères-là qui te permettent de te positionner sur une action ou pas. Derrière, est-ce que les revenus sont imposés? Il n'y a que les dividendes qui sont imposés. Et déjà, ce que tu reçois dans ton compte, là, ça a déjà été... les impôts ont déjà été déduits. Ce que tu reçois dans ton compte... Ça veut dire que ça, c'est à toi. C'est à toi. Tout le travail a été fait en amont. En amont. Il y a le prélèvement à la source. Tranquille. Je crois au Sénégal, c'est 12% qui prélèvent sur les intérêts. Sur les dividendes, je veux dire. C'est tout. Les intérêts, par exemple, sur les obligations, quand tu prêtes l'argent à l'État... Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que les impôts sur les sociétés, je pense qu'on est à 30%. C'est-à-dire que tu payes beaucoup moins qu'une société. Pour un travail que tu n'as pas fait. Que l'argent a fait à ta place. Bah voilà. Est-ce qu'il y a un impact sur le taux d'impôt que tu payes sur la durée de l'investissement? Par exemple, aux États-Unis, il paraît que tu payes presque pas d'impôt à partir de 1 an. C'est-à-dire que quand tu investis sur le long terme, quand tu fais du day trading, etc., tu es beaucoup plus imposé, etc. Est-ce que c'est la même logique sur la BRVM? Non, pas encore. Non, pas encore. C'est vraiment, pareil. Tu as ton 12% chaque année qui passe tranquille. Mais par contre, ta plus-value n'est pas imposée. Donc, tu peux te faire 20 millions de plus-value, c'est pour toi. C'est plus intéressant. C'est intéressant. Bah voilà. Tranquillement. Toute la plus-value que tu vas faire sur la BRVM, c'est net d'impôt. Et donc, sur la BRVM, il y a quoi comme possibilité d'investissement? C'est que des actions à acheter parce que tu as tout à l'heure parlé d'actions, d'obligations et fonds communs de placement. C'est quoi la différence? Alors, une action, c'est une part d'une entreprise que tu acquiers. C'est-à-dire qu'en achetant une action, tu deviens copropriétaire de l'entreprise là. Tu es investisseur Tu es investisseur. Donc c'est aussi facile d'être investisseur dans une entreprise. Tu es actionnaire en fait de l'entreprise. Voilà, c'est le terme que je voulais utiliser. Tu es actionnaire de l'entreprise. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont là, qui utilisent les produits de Sonatel, peuvent être actionnaires à Sonatel. Et moi, j'ai toujours une anecdote que je dis aux personnes que j'accompagne. Imagine-toi que le carburant que tu mets chaque mois est payé par Total Sénégal. C'est intéressant ou pas? Très intéressant. Bah voilà. Donc, tu peux être actionnaire à Total Sénégal. Total Sénégal te donne des dividendes chaque année. Et cet argent-là, tu le mets uniquement pour le carburant de ta voiture. Il n'y a même pas un 5 francs qui sort de ta poche. Très smart. Ah, écoute.
Si Parce tout le que monde- tu es actionnaire. C'est tout, c'est tout. Donc, toi qui n'es pas actionnaire, tu vas venir mettre ton carburant, tu es content parce que tu vois les gens acheter le carburant à Total Sénégal. Tu vois? C'est pareil. Quelqu'un qui investit à Sonatel, il sait que le crédit de communication qu'il met tout le temps, c'est l'argent de Sonatel qui. Enfin, c'est pas son argent. Tranquillement. Tu vois? Donc, c'est ça, une action. Tu achètes une part de l'entreprise. C'est pour toi. Et tu peux participer aussi aux assemblées générales, hein, lorsqu'ils statuent pour te dire, voilà, cette année, on a fait telle performance, voilà ce qu'on compte changer. Tu peux poser tes questions, voilà, tu participes à l'assemblée générale en tant qu'actionnaire. L'obligation, pour faire simple, c'est toi qui prêtes ton argent à un État ou à une entreprise, tout simplement. C'est vraiment, on va éviter le jargon technique, c'est ça les obligations. C'est-à-dire que l'État du Sénégal va se dire, OK, nous, on veut faire la route de Dakar jusqu'à Somone. On a besoin de 50 milliards. OK, moi j'ai 10 millions, je vous prête mon argent. Donc, en prêtant l'argent à l'État, tu sais que l'État va te donner 6%, bien 6% et demi d'intérêt chaque année. Et tu prêtes ton argent pour minimum 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Ça dépendra du contrat. Et c'est rembourse pas. Non, l'État Là, rembourse je toujours. vais poser des questions entre guillemets bêtes. Excusez-moi du terme. Tu joues l'avocat du diable. Parce que on veut apprendre. Non, l'État rembourse toujours. Sur ces 20 dernières années, on n'a eu aucun défaut de paiement, que ce soit sur le marché action, obligataire ou aucun défaut de paiement. L'État rembourse toujours. Donc, tu leur prêtes ton argent, ils te donnent tes intérêts et ton capital. Une fois que la période est terminée. Bon, après, il y a des types d'amortissement. Ça, il faut voir ça dans la formation. Mais l'État rembourse toujours. Ça, c'est l'obligation. Tu prêtes l'argent. Tu deviens un créancier de l'État. Maintenant, il y a le fonds commun de placement. Le fonds commun de placement, c'est un panier collectif. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour commencer sur le marché action, qui n'ont pas une bonne réserve pour acheter les obligations, parce que les obligations, il faut se dire, c'est 10 000 minimum. Donc, il faut quand même avoir un bon montant pour acheter un peu, quand même, quoi. Tu peux venir acheter 2 ou 3, ça dépend. Mais bon, pour quelqu'un qui veut vraiment, qui a un argent, qui veut utiliser peut-être dans 2 ans, il peut venir mettre ça dans les obligations, ça lui donne un peu son intérêt, il sort et puis il va l'utiliser, tu vois. Le fonds commun de placement, c'est un véhicule collectif d'investissement. Donc, on est là, on n'a pas peut-être 30 000 pour commencer sur le marché action, on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les obligations. On vient mettre ça dans le fonds commun de placement. Donc, chacun d'entre nous, avec son 10 000, il donne au fonds pour que le fonds aille investir. Ça peut être sur les actions, sur les obligations, sur les matières premières, sur de l'or, ça dépend. C'est eux qui vont aller investir, c'est eux qui vont gérer les risques, c'est eux qui vont faire toute la gestion individuelle que tu fais sur le marché action. Ça fait que ça permet aux gens de venir avec un très, très petit capital et d'avoir des revenus plus tard. C'est ça le principe. Et il y a des entreprises ici en Afrique qui font ça. C'est-à-dire, bien sûr, il y a les SGO qui font ça. Donc, il y a SGO et SGI. Et SGI, c'est quoi la différence? Alors, la SGI, c'est une société de gestion et d'intermédiation. C'est ton intermédiaire entre la BRVM et toi sur le marché actions et obligataire. Donc, tu ne peux pas directement avoir accès à la BRVM. Non, pas avoir directement accès à la BRVM. Tu ne peux pas acheter une action sur la BRVM sans passer par un intermédiaire agréé qui est la SGI. Tu ne peux pas souscrire à une obligation qui est sur le marché de la BRVM sans passer par une SGI. Tu ne peux non plus venir souscrire à un panier collectif, un fonds commun de placement, sans passer par une SGO. Ce sont des mécanismes de protection de l'épargne mis en place par et c'est des organisations qui sont certifiées. Bien sûr. Et on peut agréer et on peut vérifier. Bien sûr, tu vas sur le site de la BRVM, tu tapes SGI, tu vas voir toute la liste là sur leur site. Et là, tu sauras si effectivement la SGI est agréée ou pas. Ou que je crois au Sénégal, il y a CGF Bourse. CGF, oui, qui sont... Il y a FGI aussi. FGI, oui, voilà. On les voit. Bon, après les deux, j'ai quand même pas mal de problèmes avec eux, mais... Non, j'ai des problèmes avec eux parce que vraiment, c'est compliqué chez eux. C'est-à-dire, entre ces organisations agréées, c'est important de savoir faire le bon choix. Qui est bon. Oui, il y a les critères. Hein.
il y a les critères. C'est-à-dire, entre eux, il y a des différences, en fait, sur le traitement, sur... Oui, bien sûr. Il y a des critères pour choisir sa SGI, par exemple. Tu as le capital de départ. Pour quelqu'un qui veut commencer en bourse, qui se dit, bon, ok, là, on est en train de dire que la bourse, c'est pas pour les riches. Mais tu as les SGI qui te demandent 2 millions comme capital de départ. C'est pas un argent que tu vas... Ce ne sont pas des frais. C'est un argent que tu vas déposer pour commencer ton investissement, mais il faut commencer avec 2 millions, par exemple. Tu as d'autres qui te disent, avec 30 000, tu peux commencer, avec 20 000, tu peux commencer. Donc, le capital de départ est important. Ensuite, il y a le temps de réaction. Il y a les SGI, tu écris aujourd'hui, ils peuvent te répondre une semaine plus tard. Donc, il y a le temps de réaction qui compte. Est-ce que quand tu écris aujourd'hui, ils te répondent aujourd'hui ou à tout casser demain? Tu vois? Ensuite, il y a la recherche que la SGI te fournit. Parce qu'ils ont ce devoir-là, voilà, de faire des recherches, de t'envoyer les rapports pour que tu puisses analyser. Voilà. Encore qu'il faut savoir comment analyser ces rapports derrière. Il y a la recherche. Ensuite, tu as les frais. Tenue de compte, frais de transaction et ainsi de suite. Voilà. Voilà les critères qui te permettent de choisir une bonne SGI. Est-ce qu'après ces frais-là, tout ça, là, la rentabilité est toujours intéressante? Oui, bien sûr. Totalement. Parce qu'en soi, tu as fait une transaction de quoi? De 500 000. Les frais vont être de combien? 7 000. Tu vois? Quand tu dis frais, ça, c'est l'argent qui revient à la SGI. Pas que. Tu as une partie qui va dans la SGI, tu as une partie qui va à la BRVM, tu as une partie qui va au DCBR, tu vois, enfin... Tout est... Okay. Ouais, tout est listé, en fait. Il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de frais cachés ou bien de montant imposé par la BRVM par rapport à la facturation du service. Il y a le taux. Il y a un taux. Chaque SGI t'envoie ça. Et est-ce que les taux varient selon les SGI? Oui, beaucoup. C'est des taux qui vont de combien à combien? Tu as les taux qui vont de 0,2%, 0,2% à 1%, ouais, par là. Ça, c'est des taux sur ce que tu retires ou bien ce que tu non, mets? pas transaction, d'achat ou de vente. Ouais. Quand tu retires ton argent tranquillement. C'est-à-dire, quand c'est en dividende, est-ce que la SGI a une part sur ce qui est reversé? Non. Si on te verse 2 millions de dividendes, les 2 millions sont à toi. Mais quand tu achètes des actions, il y a une part. Ouais. Et quand tu vends aussi, il y a une part. La tenue de compte aussi a un taux. D'accord. Ouais. Et là, sur la tenue de compte, ça, c'est... c'est la SGI, ça. C'est la SGI. Ouais. Et ça, c'est rémunéré à quelle fréquence? Alors, la tenue de compte, je prends par exemple le cas de Coris Bourse Burkina Faso. C'est 5 000 par an. Et c'est chaque début du mois, donc en janvier et en juillet, qui te prélève 2500 et 2500, je crois. Intéressant. C'est que ça. Hein. Bon, après, tu as d'autres qui sont à un peu plus. Hein. CGF, je crois, ils sont à quoi? Ils sont à plus de 5 000 francs en tout cas. Ouais. Mais bon, c'est toujours... Non, c'est accessible. C'est toujours accessible. Si tu fais 2-3 millions de plus-value, vraiment, les frais là, c'est zéro. Ouais. Et donc, est-ce que les SGI qui te demandent un investissement de départ à plusieurs millions sont forcément plus fiables que les SGI qui peuvent te demander un investissement de départ qui peuvent te permettre un investissement à 30 000? Non. Alors, la fiabilité, il faut savoir une chose. La SGI qui te demande 2 millions au départ et l'autre qui te demande 30 000, il n'y a pas de différence sur le marché. Hein. Vous investissez tous sur le même marché. Ça ne veut pas dire que toi qui as commencé avec 2 millions, tu as un avantage en plus sur le marché que moi, je n'ai pas. Non. Le seul avantage que tu peux avoir, c'est que tu peux acheter beaucoup plus. C'est tout. Mais on investit tous sur le même marché. Maintenant, celle de 2 millions peut te fournir une meilleure qualité de recherche que celle de 30 000, par exemple. Mais ça encore, ça dépend. Si tu as une bonne formation derrière, tu sais où tu peux trouver les informations. Et puis, tu investis tranquillement. Vraiment, ça ne doit pas être un frein pour des personnes qui veulent commencer. Tu peux vraiment commencer avec ta SGI de 30 000, 50 000. Tu commences à investir tranquillement et avec tes gains, tu peux changer tranquillement. D'accord. Ouvrir un deuxième compte. Donc, tu peux avoir plusieurs comptes dans plusieurs SGI différentes. Oui, totalement. Moi, j'en ai 4. Dans 4 SGI différentes. Ouais. Qui répondent à 4 objectifs totalement différents. Et ça, c'est ta stratégie d'investissement? Non, alors la stratégie d'investissement, c'est tout autre chose. C'est comment est-ce qu'on va surfer sur le marché de la BRVM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Quand je te dis j'ai 4 comptes, ce sont les objectifs pour lesquels je viens investir en bourse. Parce que beaucoup de personnes viennent uniquement parce qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est à tort. Un argent qui n'a pas de but, c'est un argent qui est perdu d'avance. Ça, je le dis toujours. Pourquoi est-ce que tu viens? Quand tu réussis à répondre à cette question, tu sais qu'il y a une autodiscipline que tu vas te faire derrière. Parce que jamais la SG ne va t'appeler pour te dire que voilà, tu n'as pas investi aujourd'hui. Jamais. Tu vois? Quand tu as un objectif à atteindre, tu te donnes une discipline. Parce que même moi aujourd'hui qui vais t'aider, je ne sais pas comment je vais te discipliner si tu ne veux pas toi-même. Donc, il faut avoir un Quels objectif. sont les différents objectifs qu'on peut avoir en investisseur? Ben, ça dépend d'une personne à une autre, par exemple. Quelqu'un peut investir pour sa retraite, l'autre peut investir pour construire sa maison, l'autre peut investir pour l'étude supérieure. Si de c'est ses pour la enfants. retraite, bon, on pourrait mettre l'argent dans une épargne bancaire. Pour avoir combien? 3,5% à la fin d'année sur l'argent qu'on a déposé en janvier? Non. Pas intéressant. Non, mais parce que les gens ne savent pas. Parce qu'ils se disent Assurance, les assurances, ils font la même chose aussi. non. Enfin, les assurances, ils prennent juste ton argent pour venir mettre à la BRVM. Non, pourquoi tu ne veux pas venir mettre ça directement, toi? Ah bon? C'est-à-dire, ils investissent ton argent derrière aussi. Mais oui. Non, Moi, mais qu'est-ce que tu je crois? pensais en fait que les assurances, ils vont juste collecter, ils vont mettre l'argent de côté quand tu en as besoin. Ils sont pas fous. Il faut bien qu'eux-mêmes, ils mangent et il faut qu'ils fassent tourner la boîte. Donc, ils prennent l'argent que toi, tu donnes, ils te remplissent de garanties, voilà, ça va jamais bouger, non, machin. Ils viennent faire du 40% sur la BRVM Avec ton argent. avec ton argent et on te répercute le reste. Les banquiers font pareil. Et tu as raison, on pourrait se demander, mais si je donne de l'argent à mon banquier et que mon banquier me paye, me redonne mon argent avec un peu d'intérêt en plus, où est-ce qu'il a trouvé cet intérêt-là? Bah voilà, tu vois. Donc, et beaucoup de personnes ne comprennent pas comment le système des intérêts fonctionne à la banque. La banque te rémunère sur un argent qui a fait 12 mois dans leur compte, dans leur livre. Donc, l'argent que tu vas déposer en janvier 2026, c'est sur ce montant-là qu'on va te payer les intérêts en janvier 2027 parce que ça aura fait 12 mois. Donc, ce que tu as mis à partir de février, là, il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Je ne sais pas si tu vois. Et derrière, ils s'assurent qu'ils ont gagné beaucoup plus. Mais est-ce que les banques, eux, ils investissent aussi en bourse? Oui et non. Parce que la banque gagne plus de l'argent sur le fait de prêter l'argent aux autres à des taux exorbitants, comme on voit là, tu vois. Mais il y a une partie, bien sûr, qui est dédiée aux investissements. Et tu penses que les banques s'en sortent bien en Afrique, vu qu'on parle beaucoup de mauvais payeurs, tout ça là? Je ne sais pas, je n'ai pas encore étudié le système bancaire africain pour savoir s'ils s'en sortent réellement bien. Mais bon, pour moi, à part ton épargne de sécurité que tu mets en banque, le reste doit te permettre de prendre plus de risques et de gagner de gagner plus que ce que la banque te donne. Ouais. Alors, pour faire simple maintenant, quelles sont les différentes étapes qu'on traverse pour investir? Disons, j'ai 100 000 francs aujourd'hui. Si tu devais résumer en quelques points les différentes étapes à traverser pour investir, ce serait quoi? Avant d'aller dans les détails de ces étapes-là. Quelqu'un qui voit ce podcast, par exemple, et qui se dit, je veux commencer à investir. Le premier point, c'est de se former. Investir dans lui-même. On ne met pas son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est la base. Il faut se former. Une fois que tu te formes, tu contactes une SGI agréée pour ouvrir ton compte. Tu ouvres ton compte d'investissement, tu commences à répondre à la première question. Pourquoi je vais investir? Quel est mon profil de risque? Sur combien de temps je vais investir? Et quelle est la stratégie que je vais appliquer? Et là, tu te lances. On va s'arrêter sur la première étape, la formation. Dans la formation, quelles sont les informations clés à comprendre pour avoir une bonne formation? C'est-à-dire, aujourd'hui, si je devais me former, quelles sont les informations que je devrais avoir? C'est-à-dire, je devais avoir des informations sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, pour qu'on sache que là, on est bon côté formation. Alors, c'est quoi d'abord la BRVM? C'est quoi la bourse? Quelle est la différence entre investir en bourse et investir à la BRVM? Parce que les places boursières sont différentes. C'est un peu comme quelqu'un qui veut faire de l'immobilier au Sénégal et quelqu'un qui veut faire de l'immobilier au Cameroun. C'est pas la même chose. Il y a des choses, les subtilités qu'il faut prendre en compte. Right. Donc, pourquoi venir investir en bourse? Pourquoi venir investir à la BRVM? Ensuite, qu'est-ce qu'on gagne à la BRVM?
Quels sont les différents types d'indices? Là, on a parlé du dividende, on parle de la plus-value et ainsi de suite. Maintenant, quelles sont les stratégies qu'on met en place? La stratégie de rente pour avoir les dividendes, la stratégie de croissance pour avoir de la plus-value, par exemple. Et chaque stratégie répond à un objectif bien précis. Ensuite, la gestion des risques. Parce que beaucoup de personnes vont nous entendre parler, oui, c'est bien, machin, mais tu mets ton argent et tu vas aller dormir, ça se passe pas comme ça. Alors, comme j'aime bien le dire, le risque, c'est juste le manque d'informations sur un sujet. C'est tout. C'est ça le risque. Parce que aujourd'hui, si on te parle par exemple d'un média, tu sais tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc en gros, il n'y a pas de risque pour toi parce que tu as l'information. Moi qui n'ai pas l'information, je suis beaucoup plus risqué pour moi de venir investir en bourse, tu vois, dans un média par exemple, parce que je ne connais pas, je n'ai pas l'information. Toi, tu vas dire, ah non, place ça là, mets ça là. Enfin, c'est basique pour toi, tu vois, parce que tu as l'information. Donc pour toi, ce n'est pas risqué. La gestion des risques, c'est juste gérer les informations. Tout simplement. Donc quelqu'un qui vient, par exemple, pour la première fois en bourse et qui va prendre une action qui ne donne pas de dividendes. Or, lui, il veut les dividendes. Tu vois qu'il a fait un mauvais choix. C'est un risque. Un risque dans le sens où lui va perdre de l'argent. Peut-être parce qu'il n'a pas bien analysé l'action. Or, toi qui connais, pour toi, tu sais que non, celle-là, je peux apprendre ça. Tu vois? Donc, beaucoup de personnes vont se dire non, c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Mais non. Juste parce qu'il a la bonne information. On va te dire, j'entends souvent ça, on me dit, il faut diversifier. C'est quelque chose que tu entends très souvent. La diversification. Voilà. Ouais. La diversification protège de l'ignorance. Tu vois, quelqu'un qui maîtrise son sujet n'a pas besoin de diversifier. Tu maîtrises le média, tu sais que ce micro, je peux l'acheter comme ça, comme ça, comme ça. Tu n'as pas besoin d'acheter 2 marques de micro parce que tu connais la qualité de ce micro. Tu n'as pas besoin de diversifier. Moi qui ne connais pas, je suis obligé d'acheter 2 micros différents. Je diversifie. Au cas où celui-ci ne passe pas, l'autre va passer. Je ne sais pas si tu vois. Je vois très bien. Donc, voilà les Parce étapes. qu'en business, moi, je suis plus cette école-là. Parce que en business, on va te dire il faut avoir cette source de revenus. C'est ce que beaucoup de gens disent. Mais moi, je préfère me concentrer sur la chose que je maîtrise. Voilà. Et comme tu dis, le risque égale manque d'information. Vu que j'ai fait tellement d'erreurs dans le seul domaine que je maîtrise, je deviens entre guillemets un expert. Totalement. Parce que pour moi, être expert, c'est quoi? C'est avoir fait tellement d'erreurs qu'on a maintenant moins de chances de faire des erreurs. C'est ça. Donc, une bonne formation doit te permettre d'avoir ça, premièrement. Ensuite, ça doit te permettre de savoir comment analyser les entreprises. Comment est-ce que tu reconnais une entreprise qui se porte bien? Et quand tu parles d'analyse, est-ce que c'est la même chose, c'est le même procédé que les traders sur les autres marchés utilisent? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, eux, ils peuvent avoir des écrans avec des fluctuations en temps réel. Est-ce qu'on a ça? Ça, c'est vraiment la télé. Hein. Ça, c'est le loup de Wall Street. Oui, ça, c'est la télé, ça. Bon, on a des graphes, c'est vrai, tu vois, mais on n'a pas besoin de ça forcément. Parce qu'il faut pousser un peu les formations un peu plus loin, tu vois. Mais pour quelqu'un qui veut pas s'embêter, il a juste à connaître les bases. C'est quoi un bilan? C'est quoi un état financier? C'est quoi un rapport de gestion? C'est quoi un rapport d'activité? C'est tout. Le rapport d'activité te permet de savoir si l'entreprise a eu 20 millions de bénéfices, 20 milliards de bénéfices, 15% de performance, machin. Le rapport d'activité te permet de savoir pourquoi. C'est venu d'où, qu'est-ce qui s'est passé et ainsi de suite. Vraiment, tu n'as pas besoin d'aller regarder les graphes et tout, tu vois. Right. Le bilan te permet de connaître le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le résultat net. Qu'est-ce que l'entreprise a vendu? Quelles sont les charges que l'entreprise a? Quand on fait les différentes soustractions, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Est-ce qu'on peut partager quelque chose, oui ou non? Vraiment, on n'a pas besoin d'être expert là-dedans. Du moment où on sait déjà analyser ça, je crois qu'on peut venir investir en bourse tranquillement. Parce qu'on comprend que là, l'entreprise a gagné ça parce que, l'entreprise a perdu ça parce que. C'est tout. Vraiment, les écrans, là, c'est que la télé. Maintenant, après, pour quelqu'un qui veut faire de l'analyse technique, analyser les graphes et autres, ça, c'est autre chose.
il va encore pousser un peu plus la formation. Mais quelqu'un qui veut faire de la value investing, il va rester sur les 4 principes, c'est-à-dire que la présentation de l'entreprise, les performances de l'entreprise, les perspectives et le prix. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Sur les marchés occidentaux, on parle d'une analyse en fait, et c'est une analyse en fait qui, si je ne me trompe, est corrélée à des informations par rapport au DG, par rapport aux informations, il y a Trump qui sort, qui dit un mot et qui impacte sur le marché, etc. Est-ce que c'est la même chose sur la BRVM? Il y a quelqu'un dans ma formation aujourd'hui, là, ce que j'ai eu de l'après-midi, là, qui m'a posé la même question. Tu vois? Et je vais te donner la même réponse. Le Niger, là, c'est un pays de l'AES. La CEDEAO les a sanctionnés. La BCEAO a fait pareil. Il y a les attaques terroristes. Seulement le mois d'avril qui est passé là, BOA Niger a fait plus de 38% de performance. Seulement le mois passé là. Intéressant. C'est pas ce que tu vois. Donc, les marchés européens et occidentaux, ils ont leur façon de fonctionner. Les corrélations et autres. La BRVM est décorrélée du marché international. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, que le leader d'un pays ou autre décide de se fâcher ou autre, il n'a qu'à se fâcher, c'est pas grave. Notre problème, c'est est-ce que le produit, la population l'achète? Oui, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on gagne de l'argent. L'année passée, il y a une période où le Mali était secoué par les attentats et tous les médias ont relayé tout ce qu'ils ont voulu relayer. Mais le 3e trimestre de BOA Mali, il y a eu une performance, il y a eu augmentation du produit net bancaire. Ça correspond au chiffre d'affaires de plus de 100,9%. Donc, en soi, que les leaders se fâchent, fâchez-vous. Tant que le business continue de fonctionner, nous ça nous va, hein, tranquille. Donc, on pourrait dire que le marché, les marchés occidentaux sont beaucoup plus volatiles, en fait. Oui, très volatiles par rapport à la beaucoup plus sensibles que... Totalement. Chez nous, on a beaucoup de sécurité quand même. Tu vois, c'est pour ça que vraiment... C'est la tranquillité. Il faut venir chez nous. C'est intéressant. C'est intéressant chez nous. Tranquille. Right. Et quand on parle d'investissement, d'acheter des actions, etc., il y a combien d'entreprises qui sont cotées en bourse? 47 à la BRVM. Et la BRVM, déjà, c'est combien de pays? C'est 8 pays. Le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Mali, le Niger... Et le 8e pays, c'est lequel que je n'ai pas cité? C'est tous des pays francophones? La Guinée-Bissau. Ouais. Et dans ces pays, on a énormément d'entreprises et il y a de grosses entreprises, de grosses boîtes dans ces pays-là qui ne sont pas cotées. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas investir dans ces grosses boîtes-là. Par exemple, on va dire, on a parlé tout à l'heure du cas de la Sénélec qui fait naturellement des performances. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence côte à côte au même niveau. Ils n'ont pas de concurrence, une entreprise qui sont au même niveau ici. Ils sont, on va dire, même privilégiés. Dans le domaine de l'agriculture, on a la Sedima, etc., qui peut être une entreprise intéressante. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas investir dans ces entreprises-là, même si on les trouve intéressantes. C'est pas qu'on ne peut pas. Via la BRVM, tu peux pas. Parce qu'ils sont pas cotés à la BRVM. Maintenant, tu peux aller investir sur ces entreprises-là sur un système d'investissement qu'on appelle le private equities. C'est des actions privées.
ces entreprises-là, tu pourras aller investir dedans, mais de façon directe. Tu n'as pas la sécurité, les garde-fous que la BRVM te donne. On m'a demandé une fois pourquoi ces entreprises ne sont pas cotées. Bon, pour être coté à la BRVM, quand même, il faut remplir beaucoup de conditions. Hein. Parce que c'est l'argent de la population que tu vas venir prendre. Donc, il faut donner des garanties solides et nécessaires que, voilà, tu vas rembourser, tu vas tourner et ainsi de suite. Donc, tu peux investir dans la Sénélec si tu veux, mais tu vas le faire directement toi-même via certains courtiers qui sont spécialisés dans le private equities. D'accord. Alors, on va parler des paiements. On reçoit les dividendes à quelle fréquence? Chaque année. Chaque année. Ouais. OK. Et il n'y a pas moyen de recevoir par 3 mois, etc. Ou bien ça ne varie pas aussi selon les entreprises? Non. C'est juste la date qui peut... Ce sont les dates qui diffèrent seulement. Mais les paiements des dividendes, c'est chaque année. À la fin de l'exercice comptable. Pour savoir si on a gagné de l'argent ou pas. Parce que si on te donne tous les 3 mois et que le premier trimestre a été bon, le deuxième trimestre n'est pas bon, bah, tu vois, ça va... Ouais. Tu vois, donc on attend de terminer l'exercice pour maintenant regarder ce que les chiffres ont donné et voir ce qu'on va partager aux uns et aux autres. Par contre, les intérêts sur les obligations, tu peux l'avoir de façon annuelle, de façon semestrielle. Voilà. Au regard de tout ça, on voit quand même que la jeunesse africaine préfère investir sur la loterie. You know? Ils investissent parfois sur les schémas de Ponzi, tout ça. Donc, pourquoi est-ce que on a quand même ces phénomènes-là? Pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas leur argent au lieu d'investir sur la loterie, au lieu d'investir sur la bourse, etc. Ils sont attirés par la loterie. Parfois, ils tombent sur des Ponzi, etc. Selon toi? 3 choses. Le manque d'éducation financière, le manque d'information et la recherche des gains rapides. Lorsque tu vas venir dire à un Africain, investis pendant 10 ans, il va te dire, 10 ans là, et si je meurs, je ne sais pas si tu vois. Or, la loterie lui donne un certain espoir de pouvoir gagner de l'argent rapidement, de pouvoir aller faire la fiesta, faire le beau sur Instagram et tout, tu vois. On leur donne cette image-là de vous pouvez être millionnaire facilement. Mais comme je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas être pauvre et manquer de temps. C'est pas possible. Tu vois? Donc, que quelqu'un pense que, voilà, non, il y a l'autre qui a gagné 3 millions, hier, j'étais avec lui, j'étais dit qu'il a gagné. Non. C'est compliqué. Tu vois? Maintenant, les Ponzi, c'est uniquement parce que, comme je te disais, les gens ne comprennent pas dans quoi ils vont venir mettre leur argent. Tout ce qui les intéresse, c'est que j'ai d'abord mis 1 million, on m'a payé 3 mois plus tard, 3 semaines plus tard, 1,8 million. Donc, si je mets tous les 1,8 million là, dans un mois, il peut avoir même 15 millions. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Ils ne savent pas dans quoi ou alors comment on va travailler leur argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent que je vais avoir à la fin. C'est pour ça que les pyramides de Ponzi réussissent très bien en Afrique. Très, très bien même. Les gens ne sont pas éduqués financièrement. Ils manquent d'informations et surtout la recherche de gains rapides. Ce sont les 3 raisons. Depuis que tu as commencé à investir, je me dis que tu évolues forcément dans un entourage où tu côtoies d'autres investisseurs comme toi, peut-être de plus gros investisseurs. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Alors, le premier conseil que j'ai reçu et qui aujourd'hui a changé totalement ma trajectoire financière, c'est quand Lassine Diawara m'a dit « Que fais-tu de ton argent ?» C'est la première question qu'il m'a posée. J'étais dans un restaurant à Douala. Je venais de payer la sortie de midi avec mes potes. Donc, parce qu'après, au Cameroun, quand tu as un peu d'argent, là, on te dit président, président, tu vois. Donc voilà. DG. Ici, c'est DG. Voilà, DG, tu vois. Donc j'ai invité au resto et tout, voilà. Et il m'a vu faire. En sortant du restaurant, il m'a appelé. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, non, il faut savoir. Et c'est un Sénégalais. Il me dit, il faut savoir que l'argent ne t'appartient pas. Comment ça, l'argent ne m'appartient? L'argent ne t'appartient pas. Donc, sers-toi de l'argent pour atteindre l'objectif que tu veux. C'est ça, l'argent ne t'appartient pas. Ceux qui décident, enfin, ceux qui ont
qui dessine les billets là, qui imprime cela, s'il décide de ne plus imprimer demain, tu fais quoi? L'argent ne t'appartient pas. Par contre, la part que tu as dans une entreprise, c'est pour toi. Peu importe la monnaie qu'il y aura là, on va toujours trouver un moyen pour te payer. Je ne sais pas si tu vois. Mais l'argent là que tu as là, parce que tu dis que C'est-à-dire tu as... la monnaie, en fait. La monnaie, en fait, ça ne t'appartient pas. Les billets. C'est pas pour toi. C'est-à-dire c'est juste une manière conventionnelle d'échanger de la valeur. Mais la vraie valeur, c'est le patrimoine que tu crées. Tu vois, l'argent ne t'appartient pas. C'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est-à-dire, c'est un truc tellement fou que je reste comme ça, je me demande, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ça tôt? À quel moment tu penses à toi? On m'a posé cette question, mais je me suis dit, mais de quoi il parle? Moi, je pense à moi tous les jours. Mais en soi, combien de temps tu consacres à toi-même? Tu te recentres sur toi, tu penses à toi et seulement à toi. Quand tu regardes à la journée, il n'y a pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais que l'argent ne t'appartient pas et quand tu commences à penser pour toi et à toi, tu vas vite te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu vas mettre de côté qui ne t'apportent rien en fait. Tu faisais ça au quotidien, peut-être parce que tu ne savais pas, mais tu vas commencer à sélectionner. Ce sont ces deux conseils-là qu'on m'a donnés. Tu as un enfant? J'en ai deux. 2 enfants? 2 garçons. Comment est-ce que tu comptes les éduquer financièrement? Est-ce que tu as en tête une stratégie que tu comptes mettre en place ou bien que tu mets déjà en place? Oui, bien sûr. Et que nous, parents, ou bien futurs parents, pourraient aussi utiliser? Alors, déjà, pour les futurs parents, il faudrait qu'ils sachent que en investissant, l'investissement peut gérer la layette de l'enfant. Là? La layette de l'enfant, c'est-à-dire que acheter tout, le lait, le berceau, les vêtements et autres, l'investissement peut gérer ça. Maintenant, pour quelqu'un qui est parent, comme moi, par exemple, dans tous les événements où je vais à Paris, je vais toujours avec mon premier fils. S'il a besoin de quelque chose, il faut qu'il me rende un service. Ok, je vais acheter ci, ok, il n'y a pas de problème, tu vas acheter ça, tu me rends un service. Tu veux 40 €, ok, il n'y a pas de problème, tu me rends un service. Tu vois? Donc en fait, il faut qu'ils comprennent que voilà, on est dans un monde d'échange. Pour avoir quelque chose, il faut que tu donnes. Et bon, aujourd'hui, on est à Paris et tout, il a un compte titre qui est ouvert en Afrique, mais bon, il n'a pas encore la maturité pour dire, ok, je mets... Mais, par contre, il investit dans les ETF chaque mois. Quand je lui donne son argent de poche, il y a une partie qui met dans les ETF. Et si un mois, je me rends compte qu'il n'a pas mis le mois qui suit, tout ce que je dois lui donner, je mets dans les ETF. Tu vois? Donc, ça fait que s'il met 10 €, c'est pas grave, le reste, il s'amuse avec, mais au moins, il doit avoir le réflexe de mettre. S'il veut faire une sortie avec ses amis, c'est dans ce qu'il a qu'il met de côté, il met dans les ETF, et si ça ne suffit pas, ok, j'ai pu épargner ça, j'ai mis ça dans les ETF, est-ce que tu peux me compléter? Ah oui, là, je complète. C'est comme ça que je traite avec lui. Bon, le tout petit, il a 4 ans, donc lui, ça viendra. Selon toi, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à lui parler de... À partir de 4 ans, hein. Moi, je parle à mon tout petit, hein, de l'argent. Hein. Parfois, je rentre avec l'argent, je lui donne, je lui dis, va ranger. Il range 5, 10, 20 par ordre croissant. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, normalement, beaucoup de parents devaient faire, parler d'argent aux enfants. Parce que quand on grandit, on se dit toujours que chercher l'argent, c'est dur. Travailler, l'argent, il ne faut pas l'utiliser comme ça, il faut pas. Par contre, si on avait grandi dans le sens où l'argent, voilà comment on l'utilise, voilà comment on fait, voilà, ça devait changer beaucoup de choses. Tu vois? Par exemple, mon dernier, quand je regarde le fonds commun de placement que j'ai ouvert pour lui, quand il aura 30 ans, il aura pratiquement plus de 2 milliards de francs CFA dans son compte. Donc, ça lui laisse le choix. Il fait ce qu'il veut. Si tu avais grandi avec... si à 30 ans, là, tu te retrouvais à 2 milliards, je ne pense pas que les choses devaient être pareilles, tu vois. Mais tout simplement parce que j'ai eu cette éducation financière qui me permet de mettre les choses en place. C'est très important d'éduquer les enfants tôt pour ne pas souffrir avec les vieilles personnes après. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à sensibiliser les étudiants.
Parce que vraiment, si c'est pour venir souffrir avec les vieilles personnes comme je souffre actuellement, là, c'est compliqué. Selon toi, comment est-ce que l'investissement pourrait régler les problèmes en Afrique? Si tout le monde investissait dans les places boursières africaines, ça devait réduire considérablement les coûts d'État. Ça, je l'ai dit toujours et on me voit comme un fou. Supposons que tu investis à la Sonatel, j'investis dans la Sénélec et l'autre investit dans une entreprise lambda. Si moi, je veux, par exemple, créer un désordre qui va détruire la Sénélec, tu seras le premier à aller m'accuser aux autorités parce que tu as un intérêt que cette entreprise-là continue de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si chacun d'entre nous, avec des parts des entreprises, beaucoup de personnes ne devaient pas se faire berner par prends 20 millions, fais-moi ceci, prends. Voilà. C'est pour ça que je le dis. Tu as tellement raison. Si je sème un désordre, je suis le premier à être impacté. C'est tout. Donc, je fais tout mon possible pour ne pas s'aimer le désordre. Pour ne pas s'aimer le désordre. Ah oui. C'est aussi simple. C'est une forme de responsabilité publique. Est-ce que tu as des conseils pour la jeunesse africaine? Bon, pour les Africains en particulier, la jeunesse. Alors, le conseil que je pourrais donner à la jeunesse, c'est... Je ne sais pas qui vous a dit que vous devez travailler jusqu'à 65 ans. Je ne sais pas qui a dit ça. Personnellement, celui-là, si je le retrouve, vraiment, j'ai quelques questions à lui poser. Mais il est possible de commencer à travailler tôt et d'arrêter de travailler pour les gens tôt. Plus on commence son investissement tôt, plus on a de fortes chances de gagner beaucoup d'argent. Tout simplement. Donc aujourd'hui, intéressez-vous au marché financier, à la bourse, à la BRVM. Et ce qui est sûr, personne ne sera jamais déçu de la BRVM. Personne. En tout cas, je connais beaucoup de jeunes qui maîtrisent tellement les championnats, les matchs de foot qu'ils vont jouer contre. On en est où côté Ligue des Champions? Ils sont à quel niveau? Je ne sais même pas. Le dernier match que j'ai regardé... Non, Ousmane, on en est à quel niveau? Ils sont en quart de finale, 8e. Disons, c'est en demi-finale. En demi-finale. Le dernier match de foot que j'ai regardé, c'était Maroc-Sénégal. Hein. Ouais. Je n'ai même pas terminé parce que j'étais énervé après ce qu'ils ont fait là. Ouais. C'est-à-dire que... Et ça... Tu regardes au feeling. Même pas au feeling. Ça, les films, machin, j'ai tout arrêté. Parce que j'ai pas le temps. Quand j'ai un peu de temps, soit j'ai un livre à lire, soit je dors. Parce que c'est important de dormir aussi. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit jamais. Hein. Et moi, j'ai mes programmes, j'étais aligné. Imagine, tu sors Netflix de ton programme, tu sors les 120 minutes, je sais pas, 90 minutes de foot, tu sors le grain, les discussions au quartier là avec les gars, tu sors le scrolling sur les réseaux sociaux, etc. Tu prends tout ce temps-là et cette énergie, tu sors le temps pour aller faire la fête et pas mal de choses, et tu mets de côté aussi, parce que tout à l'heure, on a parlé des excuses que les gens sortent, du genre, j'ai même pas assez pour vivre. Et derrière, cette même personne-là peut se permettre, achète pas mal de choses. Tu sais que c'est pas forcément des nécessités. You know? C'est que des achats orientés désir. Tu mets tout ça de côté, tu réinvestis tout ça dans ce genre de connaissances-là. Imagine les retours dans 5-10 ans. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de gens font les choses par émotion. Hein. Ça, c'est un truc qui est tellement fou. Beaucoup de personnes font les choses par émotion. Moi-même, j'étais comme ça. Hein. Enfin, je ne tiens pas sûr. On se bat même pour des discussions de tel jour est le meilleur ou tel... Ah non, je dis c'est Messi. Écoute, tel politicien. On se bat même pour ça. Tant que tu n'es pas capable de gérer tes émotions, tu ne seras jamais capable de gérer ton argent. Donc, il y a un aspect émotion dans la gestion de l'argent. Eh oui. Je te prends un exemple simple. En 2023, fin 2022, quand j'arrive en France, début 2023 et tout, ma mère m'appelle. Elle me dit, là où tu vois, là, j'ai un problème, il me faut de l'argent. Je dis, écoute, j'en ai pas. C'est pas que j'en avais pas, mais pour lui envoyer, là, j'avais pas. Il y en avait dans mon compte, hein. Mais j'avais pas pour elle. Pourquoi? Parce que non, vraiment, il y a ta tante là qui est au village, son mari a fait l'accident.
c'est pas mon problème. Si même s'il la veille l'âge, c'est pas mon problème. Tu vois? Donc, à un moment, pour être riche, pour avoir la liberté financière, il faut que tu sois égoïste et de mettre tes émotions de côté. Moi, j'ai discipliné mes parents, ils savent. Si j'ai prévu 200 € pour vous le mois, si vous avez épuisé ça, c'est votre problème. Ah non, ce sont tes parents, ils t'ont tout donné, pourquoi, machin, c'est pas mon problème. Et il y a un autre point sur lequel j'ai discipliné mes parents. Il faut qu'ils enlèvent dans leur tête que je suis leur plan retraite. Les enfants ne sont pas les plans retraite des parents, pas du tout. Tu n'as pas investi pour ta retraite, c'est ton problème. J'ai investi pour ma retraite. Mes enfants, j'ai investi pour eux. S'ils veulent, ils n'investissent pas pour les enfants, c'est pas mon problème. Donc mes parents là, ce que je trouve à leur donner, je vais leur donner. Mais c'est pas parce que... Tu vas quand même donner, quoi. C'est-à-dire, tu vas t'occuper d'eux. Le montant que mon budget me permet de leur donner. C'est-à-dire que je fais d'abord ce qui est important pour moi et pour ma famille. Ce qui reste, c'est dans ça maintenant que je les gère. C'est quoi la conséquence de donner plus que ce que tu as prévu? Bah, tu t'approvis. Si tu n'as pas assez... Est-ce que ça veut dire que tu ne les aimes pas? Est-ce que le fait de dire j'ai un budget, au-delà de ce budget, je ne donne plus rien, est-ce que ça veut dire forcément que tu ne les aimes pas? Non, pas du tout. Enfin, bon, s'ils pensent que je les aime pas, c'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'une fois, il y a une tante qui m'a dit tu dois ça à tes parents. Ils ont tout fait pour toi. Je leur ai dit attention, je ne dois rien à personne, même pas à eux. C'est leur job de m'envoyer à l'école, c'est leur job de me sauver. Comme j'ai les enfants aujourd'hui là, c'est mon job de prendre en charge tout ce qu'ils vont devenir. L'école, la santé, et ainsi de suite. C'est mon travail. Ils n'ont pas demandé à être là. C'est moi qui ai choisi. Donc c'est mon job, c'est ma responsabilité. Ils ne me doivent rien du tout. Et je leur dis à chaque fois. Maintenant après, bon, on est dans un contexte africain, on se dit, bah oui, là, les parents ont fait ci. Mais attends, c'était leur travail. Donc à un moment, si tu veux arriver à un certain niveau, bah écoute, tu dois discipliner tout le monde. Parce que tu vois des personnes aujourd'hui qui ont un bon salaire, mais qui ne vivent pas bien, parce que bon, la famille a fait que... Et tout, voilà. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Vraiment, dire non, c'est comme dire bonjour. Ah non, vraiment, je veux... Non. Vraiment, est-ce que tu peux m'aider pour un business là? Ok, d'accord, bon, ok. Présente-moi un peu ton business, de quoi est-ce que... Machin, ok. D'accord, je vais t'aider. Si dans un mois, tu reviens, écoute. Non. Il n'y a rien pour toi. Et j'ai aucun problème avec ça. Aucun. Maintenant, quelqu'un d'autre va vouloir se mettre dans je suis le sauveur de la famille, je suis le super-héros, machin. Ça, c'est lui, hein. Mais moi, personnellement, je te dis non. Bon, aujourd'hui encore, ça va, j'ai certaines facilités. Je peux aider un X ou un Y. Mais j'aide quelqu'un si je sais que lui, il est sur une bonne pente. C'est-à-dire qu'il est en train de progresser. Vraiment, les totaux de la famille, là. Parce que tu sais, quand tu commences à gagner de l'argent, quand tu commences à atteindre un certain niveau, les gens de la famille pensent que tu leur dois quelque chose. Ah, il a réussi, donc il est obligé de nous aider, en fait, de nous tendre la main. Non, je ne suis pas obligé. Je suis obligé de rien à personne. Rien du tout. Tu veux devenir quelque chose aussi, commence à faire quelque chose. Commence à faire quelque chose. Si tu as un problème, ok, je peux te venir en aide. Mais c'est pas que parce que je suis ton cousin, tu sais qu'on a quand même grandi ensemble, non, tu sais que non, pas du tout. Parce que quand moi je galérais, là, il n'y avait personne. Hein. Quand je faisais les nuits blanches, tout ce que je travaillais, je mettais. Dis-toi, j'étais en Russie. J'ai travaillé le oil and gas en Russie. 80% de ce que je gagnais, j'investissais à la BRB. Je me privais. Il n'y avait personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ce sens aussi de sacrifice, en fait. Ah oui. C'est-à-dire que ce que tu veux là, c'est bien. Tu dois... Et ça, c'est quelque chose que les Africains, ils font pas beaucoup. Ils ne rêvent pas grand. Il faut rêver grand. Maintenant, quand tu rêves grand, c'est bien. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si oui, ok, d'accord. Tu vas l'avoir. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, bah, tu restes là où tu es. Right. C'est tout. Et ça fait que quand tu payes le prix, tu ne dois rien à personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gens qui t'ont aidé, qui t'ont tendu la main, qui t'ont... Voilà, tu vois. Il y a toujours cette marque de reconnaissance là, voilà. Mais à quelqu'un qui est au bled parce que il a entendu que tu es devenu, il faut que tu lui... Je ne travaille pas comme ça. Donc, quand tu aides,
tu aides une personne qui commence déjà à faire des efforts. Ouais. Et donc, toi, tu Tu donnes essaies le de pouce. pousser quelqu'un qui est déjà en C'est tout. mouvement. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais. Parce que c'est plus intéressant d'aider quelqu'un à apprendre à pêcher que de pêcher et de donner à la personne. Mais chez nous, là, on va nous dire non, je vais apprendre demain, 2 mois d'avant un peu, je mange. Mon gars, tu vas rester affamé, hein, longtemps. Mhm. Ah oui, longtemps, longtemps. Même mes propres frères, mon petit frère, il sait, mon grand frère, il sait. Aujourd'hui, dans ma famille, si tu veux me poser un problème, tu vas réfléchir par 2 fois. Oh. C'est-à-dire que parfois, même ma mère, avant de me dire quelque chose, elle appelle d'abord mon petit frère pour lui dire, maman, ton frère Charles, là, est-ce que tu pensais que si je lui dis ça, ça va passer? Il dit, il part même pas avec ça. Non, vraiment, ça va pas marcher. On le connaît. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de problème à te dire non, hein, que tu sois mon père, ma mère, écoute, ton affaire là, je suis pas dedans. Je tournais mon dos, je suis parti. Direct. Direct. Et je ne sais pas mettre les formes. Pas du tout. Je mets pas les formes. C'est-à-dire, sans manque de respect. Dire non, savoir dire non. Faut savoir dire non. C'est important. Si tu veux atteindre certain sommet-là, c'est important de savoir dire non. Tu dois savoir. C'est vrai qu'on est un peu conditionné à accepter presque toutes les demandes qu'on nous fait Oui. par gentillesse, par Gentillesse, c'est qui? courtoisie. Gentillesse, c'est qui? C'est ton cousin? Tu connais Gentillesse? Non, moi, je ne le connais pas. Il faut appartenir à ma famille. Non, pas du tout. Avant, j'étais gentil. Tu vois? Aujourd'hui, là, je suis rationnel. Je ne suis pas méchant. Tu n'es pas méchant. Je suis rationnel. Ce que tu veux là, c'est pour quelle fin? C'est pour quel but? Ok, d'accord, je vais t'aider. Ce que tu veux là, c'est-à-dire que ouais, non, je vais aller au concert de Fally. Mon problème, c'est quoi? Va au concert de Fally si tu veux. Moi, j'ai Donne-moi pas de quelque problème. chose pour le billet. Non, mais même, dis-toi que même mon fils ne va pas au concert. Parce que s'il va aller au concert, je lui dis, ok, d'accord, la plus-value du concert, c'est quoi? Tu seras avec les gens, tu vas, oui, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et après, tu vas payer. Oh, je profite de la vie, je suis encore jeune. Oui, mais justement, je suis jeune, je profite de la vie très bien là où je suis là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vois? C'est-à-dire que, comme j'aime bien le dire à la mère, vraiment, si mon fils n'a que le bac, moi ça me va. Hein. Encore même que le bac là même, je trouve que c'est même beaucoup. Tu vois? Tant qu'il sait comment gagner de l'argent, tant qu'il sait trouver une compétence, tant qu'il sait épargner et faire fructifier son argent, ça me va. Tout ce que je leur demande, c'est de savoir comment l'argent fonctionne. Tant que tu maîtrises ça, tu peux diriger le monde. Les plus grands richissimes, là, c'est après qu'ils sont allés faire les diplômes. Hein. Et on connaît même d'ailleurs comment ça se passe. Tu as des docteurs qui sont là aujourd'hui, après 15 ans d'études, qui se battent en duel pour avoir 25 000 euros. Après 15 heures de travail par jour, c'est compliqué. Mhm. La plupart des riches que je connais sont des gens qui ont gagné de l'argent. Ils ont fait fructifier ça sur les marchés. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que mes enfants fassent. Maintenant, après, s'il veut aller faire master, c'est pour lui. D'abord. Moi, c'est pas mon problème. Dès qu'il maîtrise les cours de l'argent, ça me va. Mhm. Il va faire le reste pour la passion. Ouais. C'est tout. S'il veut, il n'y a pas de problème. Moi, honnêtement, quand je regarde, j'ai un MBA, mais à quoi ça me sert? À rien. Ça m'a juste permis de rentrer dans le système encore, montrer que j'ai mieux retenu. Voilà, c'est tout. Mais en soi, quand je regarde mes camarades de promo, ils sont là. C'est bien, hein, ils ont des beaux salaires. Les premiers de la classe. Ils ont des beaux salaires, c'est bien. Ils roulent dans les grosses voitures, c'est bien, mais j'ai pas de problème. Je prends un Uber, je prends un taxi, j'ai une petite voiture, ça me va. Tranquille. Tu vois, un gars, il achète une chemise à 2000 balles. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais moi, c'est pas mon objectif. Objectif. Tu sais, je vais te raconter une petite anecdote. Quand l'année passée, c'était l'année passée. Tu sais, en Afrique, chez nous, quand quelqu'un commence déjà à avoir 200, 300 millions, il commence à prendre les gardes du corps, les cortèges, les véhicules, il dort plus dans les mêmes hôtels qu'avant, c'est bien 5 étoiles, tu vois. First class. Exactement. Bon, même moi, je voyage en first class, mais bon, ça, c'est pour autre chose. Je suis arrivé à Monaco. J'ai rencontré un monsieur, il a 6 yachts à Monaco, c'est un Allemand. Chaque yacht lui ramène près de 68 000 euros par semaine. Tu te dis,
il a 6 yachts et c'est les yachts qui ramènent de l'argent. Ouais. Parce que pour le commun des gens, quand quelqu'un dépense sur des yachts, voilà quoi, les yachts lui prennent de l'argent parce qu'il y a de l'entretien, machin, etc. Ça, c'est avant, je pensais comme ça. Mais quand j'ai discuté avec lui, je me suis rendu compte que le yachting, c'est un business, mais alors, très rentable. Bon, il faut aussi avoir le bon carnet d'adresse. Quand tu as le bon carnet d'adresse, non, mais c'est très rentable. Le mec, je suis arrivé, il était en sandales. Donc, quand les riches achètent des yachts, là, c'est pas forcément pour dire, oui, j'ai un yacht, j'ai. Derrière, il y a le yacht qui Bien travaille, sûr. même s'ils sont pas, Mais oui, même s'ils n'utilisent pas. Ses amis millionnaires qui sont aux États-Unis, qui arrivent sur la Côte d'Azur, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent son yacht. Ils payent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu viens en France, tu as besoin d'un yacht et que je te dis, oh, ok, d'accord, j'ai un yacht là et tout, voilà, bon, c'est pas cher, écoute, voilà, je te file l'adresse. Mais derrière, c'est moi qui possède le yacht. Je te donne une connexion, tu as l'impression que, mais c'est derrière, c'est mon yacht en fait. Mais c'est parce que je te connais que je sais que tu vas venir payer. Je le connais lui, je sais qu'il va venir payer. C'est parce que tu vois. Le mec, il était en sandales. Il est avec une culotte et un petit débardeur. Vraiment, quand tu regardes même les affaires qu'il portait là, 50 euros. C'est lui qui nettoie, sûrement c'est lui qui nettoie. C'est le gars qui clean le truc. 50 euros, c'est trop même, les habits qu'il portait là. Le seul truc qui pourrait te faire comprendre que non, c'est sa montre. Ils ont toujours ces petits accessoires-là. Et quand tu es connaisseur, c'est-à-dire si tu connais les vrais riches, en fait, tu sais les reconnaître avec des... On discute, on rigole et tout, voilà, machin. C'est là, il me dit non, ça, ce sont mes yachts. Je dis, ok, d'accord. Ah bon? Ouais. On rigole et tout, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, mon argent est petit. Mon argent est très petit même. C'est que j'ai même pas encore commencé à avoir l'argent. J'ai même pas encore commencé à avoir l'argent. C'est pas, tu te rends compte. Le mec, il est multimillionnaire en euros. Moi, je me bats parce que j'ai quelques centaines de millions de francs CFA. Tu vois ce que je veux dire? Et ça force l'humilité. Ça, c'est ma plus grande leçon d'humilité que j'ai appris. Vraiment, et c'est un gars qui est simple. Très simple. Depuis lors, vraiment, je suis très simple. Vraiment, parfois on me dit non, on va t'empoisonner, c'est pas un problème. Empoisonnez-moi si vous voulez. Je suis très simple, très ouvert, très accessible. Parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui n'ont pas ces modèles-là, effectivement, à cause de l'accessibilité. Ouais. On prend toujours pour modèle les Blancs parce qu'on voit à la télé. On a beaucoup de modèles. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Tu vois en Afrique, quelqu'un qui commence qui a acheté son premier véhicule, mais un véhicule qui est très simple, vitre teintée. Ça me fait... Mais toi, tu as un véhicule à, je sais pas, 3 millions, 3,5, etc. Mais vitre teintée, pourquoi? Attends, il a besoin de ça, en fait. Enfin, on a ce besoin de reconnaissance-là, de dire que l'autre, là, il a. Parfois, on écrit, c'est-à-dire, on écrit des genres de textes derrière le véhicule. Tu dis, attends, le gars, il pense qu'il est meilleur. Il dit, je sais pas, c'est-à-dire, parfois, c'est du... C'est-à-dire, ils te font des phrases derrière, du genre, j'ai réussi, etc. Le boss de... Attends, c'est un véhicule à 5 000 euros, en fait. Bien sûr. Attends, est-ce que tu veux... C'est son sommet, lui, là. Et quand tu as parlé de yacht, j'ai un jour regardé un élément sur YouTube, je pense. Un riche, en fait, il avait prêté son yacht à un président de la France. Je ne sais plus c'est qui, si soit c'est Hollande, soit c'est etc. Soit c'est, hein. Et ce yacht-là lui a permis après d'avoir les faveurs. C'est-à-dire, ils sont très stratèges. C'est-à-dire, ils n'achètent pas des trucs pour... C'est-à-dire, ils peuvent acheter un truc, même s'ils prêtent ça à des gens, ils savent que ça, c'est des portes que ça peut leur ouvrir. Totalement. Et tout à l'heure, même quand tu parlais de first class et que tu disais que tu ne prends pas forcément... tu ne voyages pas forcément en business juste pour le confort, il y a un autre objectif derrière. Tu peux nous parler de cet objectif? Bah oui, quand tu es dans le salon business, tu fais des rencontres, tu rencontres des gens que forcément tu n'aurais pas vu dans des événements ou alors dans la rue, qui peuvent t'ouvrir la porte vers un business.
C'est très important. Investissement. Totalement. Pour toujours être dans le bon environnement. Toujours. Moi, aujourd'hui, là, pour 2030, je dois avoir mon premier million d'euros avec la BRVM. Pourquoi? Parce que Oui. j'ai besoin d'entrer dans le business du yachting. Great. Je sais pas si tu vois. Très bien. Ensuite, C'est-à-dire que toi, ton plan, il est très clair dans ta tête. ça suit, en fait. Ça Objectif, suit plan. logique. Ça revient sur le Totalement. mot clé que tu répètes souvent. Avoir des objectifs. Toujours. Vraiment, toujours. Avant, là, quand on disait ça, on disait, il y a quand même quoi sur les... C'est une fois que tu es dedans que tu commences à comprendre la puissance d'avoir des objectifs. Donc, une fois que tu achètes le yacht, tu achètes deux, tu passes maintenant à la location d'un jet privé. Ça aussi, ça rapporte de l'argent. Donc, c'est un plan, en fait. Et je vois que tous les services que tu veux mettre en place, tu veux servir les riches. Mais c'est là-bas que l'argent tourne. Enfin, tu vas pas faire un yacht pour des personnes qui gagnent... Donc, je veux dire que tu aurais pu lancer un business pour des denrées de première nécessité, etc. Toi, tu... Alors, c'est bien, c'est noble, tu vois. Mais il y a pas enfin, ça nécessite beaucoup, beaucoup de temps. Et le temps, forcément, je veux pas enfin, un système complexe, avoir une entreprise, gérer plusieurs personnes, marketing, non, même machin, pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui gère plusieurs personnes. Et d'ailleurs, même, je suis en train de développer une solution qui va aider l'Afrique en général, les personnes lambda et autres. Mais le problème, c'est que ça me prend énormément de temps. Je ne veux pas me mettre dans un business qui va me prendre beaucoup de temps, alors que ce temps-là, j'en ai besoin pour consacrer à ma famille. C'est pour ça que je cible les riches. Parce que les riches, au moins, quand tu vas lui dire, ça, c'est 200 000 euros, il ne va pas réfléchir. Il va te payer. Tu vois? C'est un peu comme une couturière qui te dit, je ne fais que le haut de gamme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas aux autres, mais c'est qu'elle ne veut pas avoir certains stress. Elle se dit, bon, lui, là, quand je lui dis ma tenue, c'est 2 millions, il va dire, ok, d'accord, 2 millions. C'est tout. L'argent tourne dans le même cercle là. Pourquoi je vais sortir de là-dedans? Je suis dedans. Et tu vas utiliser cet argent-là pour aider d'autres personnes qui en ont besoin. Et ça encore, ça dépend. Mais c'est possible. Donc, je veux dire pour créer des solutions. Ouais. Oui, bien sûr. La stratégie, c'est ça. C'est-à-dire aller prendre l'argent là où il y en a à disposition, à flot. Ouais. Les gens ou des gens qui peuvent payer sans compter, etc. Donc, une fois que cet argent-là est à disposition, tu as à disposition cet argent-là, tu pourras créer d'autres solutions pour aider d'autres personnes qui en ont pas. Et quand je dis aider, c'est pas forcément faire de la charité. Est-ce que tu penses que les trucs de charité là, ça marche? Je donne pour donner, ONG, tout ça là. Non, mais on sait pourquoi les ONG sont là. Ils viennent collecter les informations pour aller s'avancer. Maintenant, j'ai un problème avec les gens qui vont dans les orphelinats là pour donner la nourriture et qui se filment après là. Parce que si tu vas faire un don, à quoi ça sert de filmer? Bon, personnellement, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question, tu vois. Parce que après, on va se dire non, c'est pour aussi voir si les autres peuvent venir faire ci, faire ça, participer, et ainsi de suite. Non. Moi, quand je fais mes dons, je n'ai pas besoin que quelqu'un sache. Hein. Pas du tout. Je donne ce que j'ai à donner, je te demande où je pars. Terminé. J'ai pas besoin qu'on fasse une photo ou un truc. Non. J'ai rien à prouver à personne. Rien du tout. Je fais ce que j'ai à faire. Je te demande où je pars. Donc, tous ceux qui font les dons là, la charité qu'ils disent là, c'est pour avoir des vues derrière, des commentaires derrière, tout simplement. Parce qu'en soi, si tu veux faire un don à quelqu'un, tu fais ton don tranquille. Tu n'as pas besoin de le filmer et de le poster. Pourquoi? C'est que parfois, moi, je dis même souvent que vous ne respectez même pas les enfants, là. Parce que vous les prenez en photo, il n'y a pas le droit d'image, il n'y a pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire? La plupart ne demandent même pas la permission. Mais parce qu'il faut que non, mes followers voient qu'on a... Moi, j'ai participé à des dons avec des anglo-saxons. Non, mais c'était vraiment dans un cadre très restreint. Très, très, très restreint. Tu vois, par exemple, quand les gens de la franc-maçonnerie ou alors les rotariens ou les gars du Lions Club, quand ils veulent faire les dons, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de boucan. Ils font ce qu'ils ont, ils terminent, ils sortent. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc la charité, quand tu le fais vraiment de façon claire, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, pas de problème. Après, si tu as d'autres objectifs derrière, c'est un peu compliqué. Voilà. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs
confirmé. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Est-ce qu'il y a des points qui sont très importants en termes d'investissement qu'on n'a pas encore abordés? Oula. Je pense pas, hein. On a parlé de la formation, on a parlé du montant. Bah non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois. Comme ça, je vois pas, mais je crois qu'on a fait le tour. Alors, tu es auteur d'un livre. Ouais. Tu peux le montrer sur la caméra. Investir à la BRVM. À la BRVM. Ouais. Le levier africain de votre liberté financière. Ouais. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans ce livre, on retrouve mon histoire, enfin une partie de mon histoire. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé au marché financier, de là où je suis parti. On retrouve une histoire particulière d'une dame qui devait se faire former pour investir à la bourse, la BRVM, mais qui a refusé parce que son pasteur lui a dit que le Seigneur lui a demandé de parler là-bas. Ah non, mais ça, je t'avoue que j'en ai beaucoup, hein, des cas comme ça. Quelqu'un, tu lui dis, cette entreprise, enfin, cette action va faire 40%, il te dit non, moi je suis de confession musulmane, je n'investis pas dans la boisson. Non, il laisse passer. L'autre va te dire non, vraiment, comme la dame m'a dit, la bourse c'est pour le diable. Donc moi, tu vois, donc il y a ça dedans. Ensuite, je parle du rapport à l'argent. Quel est notre rapport à l'argent? Quelle est notre vision de la richesse? Comment investir à la BRVM? Si tu es riche, tu vas aller en enfer. Voilà, ça, les affaires là. Ouais. Les riches vont en enfer. Je serai le premier. Gardez ma place là-bas, il n'y a pas de problème. Au chaud. Ah ouais, non, je serai le premier. De toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça, on doit le fouetter. Hein. Fort, on doit le fouetter, je te jure. Comment ça fait pas le bonheur? Après, bon, ça dépend de ce qu'il attend par bonheur aussi. Hein. Tu vois? Moi, aujourd'hui, l'argent me permet d'être près de mes enfants, de faire des choses que je ne m'aurais pas permis si je n'avais pas d'argent. Donc, après, ça dépend. Donc, dedans, il y a comment investir à la BRVM, comment épargner. Parce que beaucoup de personnes... Parce que c'est d'abord une première étape avant d'aller Bien sûr. Donc, tu fais un cleaning dans tes finances avant de venir investir. Tu ne peux pas venir investir... Quand tu parles de cleaning, quelles sont les dépenses inutiles d'habitude que les gens font? Parce qu'après, derrière, déjà, beaucoup de gens vont te dire, moi, j'ai même pas assez pour vivre, tu m'en parles d'investissement, qu'est-ce que je vais investir alors que j'ai même pas encore assez pour vivre? Justement, c'est pour ça que je dis, pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment pour vivre, il faut dire qu'il trouve le moyen d'avoir suffisamment pour vivre. C'est important. Parce que je ne peux pas venir te dire, mets 10 000 alors que tu as même 10 000 te permet de vivre tout un mois. Il faut trouver déjà le moyen de trouver cet équilibre-là. De pouvoir gagner de l'argent pour venir mettre un montant. Même si c'est 10 000 francs que tu mets tous les 2 mois, hein, s'il y a quelque chose. Mais au moins, il faut avoir cette discipline-là de je gagne tant, j'épargne tant, j'investis tant. Ensuite, tu as des personnes qui vont te dire oui, moi je travaille, mais c'est pas beaucoup. Ce que je gagne n'est pas beaucoup. Je ne peux pas me permettre d'investir, et ainsi de suite. Il y a la règle des petits montants. Je l'explique là-dedans. Par exemple, 500 francs que tu mets par semaine, ça fait déjà quelque chose. 200 francs que tu mets par jour, ça fait quelque chose. La règle des petits montants. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la discipline, la constance. Je ne sais pas si tu vois. Donc, quelqu'un qui se dit, je mets 200 francs tous les jours, il aura à la fin d'année quelque chose quand même. Ce n'est pas le montant. C'est juste le fait d'avoir mis 200 francs tous les jours et ainsi de suite. C'est qu'il va avoir l'année qui suit, il va vouloir mettre 500 francs pour que ça l'arrondisse et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs techniques pour investir. Maintenant, tu as des personnes qui vont te dire, OK, moi j'ai de l'argent, mais je ne sais pas où mettre. Ça, c'est le cas le plus répandu.
Quand tu as de l'argent et que tu ne sais pas où mettre, c'est parce que premièrement, tu n'as pas répondu aux questions fondamentales. Pourquoi j'épargne? Parce que même pour épargner, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on épargne. Donc, une fois que tu réponds aux questions de pourquoi j'ai épargné, tu dois répondre à la question de pourquoi je veux investir. Quand tu réponds à la question de pourquoi je veux investir, ça devient plus simple. Mhm. Tu vas te rendre même compte que les 50 millions que tu as sont même petits. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Voilà. Donc là-dedans, il y a tout ça là. Et puis on parle de la BRVM, des risques, comment trouver les informations et ainsi de suite. Est-ce que les informations que l'on retrouve dans ce livre sont suffisantes pour se lancer? Oui et non. Oui, dans le sens où tu sauras c'est quoi la BRVM, qu'est-ce qu'on gagne à la BRVM, comment est-ce que tu pourvois un compte titre et ainsi de suite. Il y a tout ça là-dedans. Non, parce que tu auras certaines questions que le livre n'aborde pas. Par exemple, tu vois la stratégie de rente. Est-ce que si moi je veux par exemple être un rentier, est-ce que je peux aussi profiter de la croissance? Comment est-ce que je peux jumeler les deux? Pourquoi est-ce que je peux jumeler un compte titre et un fonds commun de placement? Pourquoi est-ce que je peux basculer de obligation à action, ainsi de suite. Donc, tu vois, il y a cette question-là que seule une communauté peut répondre. Seul un accompagnement peut répondre, quoi. Et est-ce qu'il y a, donc, en plus de ce livre, un accompagnement ou bien un programme que tu proposes? Oui. Il y a une offre de formation que je propose. C'est 3 mois de formation à 60 000 francs. Hein. C'est pas... C'est-à-dire c'est 20 000 le mois. Oui, 20 000 le mois. Bien sûr. Donc, c'est 20 000 le mois. C'est un cadeau, ça. Bah oui. Et donc, déjà, le livre là, c'est à combien? À 12 000. C'est à 12 000 le livre. 12 000 le livre. Ouais. Et on a une formation qui dure 3 mois à 60 000, c'est-à-dire c'est une formation qui va te coûter 20 000 par mois, 5 000 francs la semaine. La semaine, ouais. Et tiens-toi tranquille, ça ne veut pas dire qu'on va bosser pendant les 3 mois, hein, non, pas du tout. Parce que le fait d'investir en bourse, c'est te dégager du temps. Les 3 mois, on a 5 modules qu'on va aborder. C'est 2 modules par mois. Donc, chaque 2 semaines, on a un module de formation. Le module de formation peut nous prendre 2-3 heures. 2-3 heures, pourquoi? Parce que j'aime bien répondre aux questions de tout le monde. Et j'aime bien le dire, il n'y a pas de question bête. Tu poses ta question, peu importe comment est-ce que ça vient, pose ta question. Tant que c'est clair dans ta tête, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais tant que ce n'est pas clair, on va rester là. Est-ce que ça soit clair? Dis-toi que j'ai déjà eu des séances qui ont fait 6 heures. Parce que j'étais avec des gens qui me disaient, non, ok, j'ai pas bien compris, mais bon, avançons. Non. Il faut que tu comprennes. Parce que c'est important que tu comprennes. Il y a une suite derrière. Quand on va commencer à balancer les informations, balancer les documents, il n'y aura pas forcément ce temps-là pour te dire non, ça, il faut. Par contre, si tu as bien compris en amont, ça sera plus simple. Tes questions seront plus raffinées et plus directes vers l'objectif en question. Donc, dans le programme de formation, on t'accompagne pour l'ouverture de ton compte titre. On t'accompagne sur l'utilisation de la plateforme et on t'accompagne à construire ton portefeuille en fonction de tes objectifs, ton horizon de placement et ton profil de risque. Donc, au bout des 3 mois là, tu as déjà ton compte d'investissement ouvert, tu as déjà les actions dedans qui commencent à te produire de l'argent. C'est très intéressant en tout cas. On a eu en fait beaucoup de sollicitations d'un profil qui parle d'investissement. Je pense qu'on est servi aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour ta générosité et ton temps. On a beaucoup appris aujourd'hui. Tu as donné beaucoup de valeur. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être passé à la Masterclass Business Expertise. Pas de problème. Okay, donc, c'était Charles Junior Moutapam Valek. C'est moi. Ciao. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.